Aujourd'hui, le week-end a été difficile, il paraît. Et ces derniers temps. Possible. Yeux fatigués. Ouais, Ouais. les yeux fatigués. Azélie a une petite gueule de bois. Bon. C'est pas vraiment moi. Et pour le coup, on sait pas si tu es vraiment toi. Mais on va essayer d'explorer un peu ça avec ton bouquin, parce que je pense qu'on t'a déjà reconnu. Tu es donc Yohan Barbero. C'est moi. Alors, Yohan, j'ai quand même envie de commencer en te présentant, c'est-à-dire de la façon dont tu t'es présenté à moi, c'est-à-dire en me contactant. Ah bah oui, Pour m'envoyer. Faut qu'on raconte la rencontre. Pour m'envoyer ton livre, et en fait, ça m'a méga fait flipper. Oui, je l'ai senti un peu. Parce que tu n'as pas eu l'adresse d'ici, tu as eu l'adresse familiale. L'adresse familiale. Tu as eu l'adresse de mes parents et pas mon adresse Ah personnelle. oui, pour envoyer le livre. Pour envoyer non, mais le livre. le premier contact, c'était via et c'était via Facebook. Facebook, Messenger, ouais. Et tu m'as fait super peur parce que je me suis dit, bon, ben, c'est qui ce type? Qui c'est qui veut pourquoi il m'envoie son livre? Et après, je t'ai googlé. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce tolard russe qui est en train de me contacter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, depuis j'ai lu ton livre, pas tout de suite d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à le lire, mais... t'es encore plus flippé. Il faut quand même avouer que tu te dis, bon, mais c'est bien écrit, donc on va quand même, on va y aller. Bon. Et le bouquin, ben non, mais on va le montrer tout de suite. Non mais attends, disons quand même que je te connaissais par François Bon, hein. Je suis pas non plus un psychopathe qui cherchait... non mais c'est vrai d'ailleurs que c'est quand même un sujet, comment ça passe, comment les cercles se croisent, se retrouvent. Donc moi, à l'origine, pendant que j'écrivais, ou à la fin, pas pendant que j'écrivais, pendant que j'étais enfermé à l'ambassade, bon, on va en parler un peu plus loin, je regardais beaucoup la chaîne de François Bon, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à toi. Depuis la Russie. Ou après la Russie? Non, c'était après parce que toi, tu as commencé ta chaîne, si mes souvenirs sont bons, alors que j'étais déjà revenu. Je me suis mal débrouillée, quoi. J'ai pas pu t'aider. Sinon tu m'aurais vraiment aidé pendant l'exil. Ouais. Je suis vraiment désolée. C'est quand? C'est 2018 ta chaîne? 2017. 2017 Peut-être 2018. Ah, peut-être. En plus, j'ai fêté les 3 ans il y a pas longtemps, donc ça doit être 2018 . Je suis rentré en novembre 2017. Non, mais je suis sûr que j'ai vu tes vidéos, en tout cas, après mon retour. Et assez vite, en plus, quoi. Ouais. Et donc, bon, mais je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un abonné. C'est tout à fait ça, c'est complètement ça. Non, mais c'est super bizarre. Et donc, quand j'ai sorti ce livre, alors, donc, il y a, vous devez le savoir, il y a le service de presse, on envoie aux journalistes, à des personnes diverses et variées, qu'on ne connaît pas, hein. Et puis on peut aussi envoyer à quelques personnes. Alors je l'ai envoyé à François Bon, coucou François, qui a fait une très belle vidéo évidemment. Et ce qui m'a fait moins peur en fait. Ah oui, c'est ça. François t'a rassuré quand même. T'avais besoin de l'intermédiaire. Non, vraiment. Alors, si tu te rappelles, je t'ai demandé si je pouvais t'envoyer le livre parce que j'appréciais ta chaîne. Je me rappelle ta réaction immédiate a été de dire. Je promets pas une vidéo, hein. Ouais, attention, vois. Mais je la demandais même pas. Mais alors je trouve ça génial d'être là. Hein. Alors j'adore passer de l'autre côté de YouTube. Hein. Ça c'est génial. Et en t'envoyant le livre, j'avais un peu ça en tête. Je me disais ça serait super, mais c'était pas. Enfin tu vois. Bienvenue dans le décor. Si tu l'avais simplement reçu, lu, ça aurait été très bien aussi. Bon. Enfin merci pour cette invitation. Merci pour la brioche. Oui, on vient de manger une brioche. De toute façon, c'est comme ça. Faut aller vers le confort. D'autant plus. C'est ça, d'autant plus qu'on va plonger dans les jours. Ouais. Non, mais c'est super étonnant parce que je n'avais pas entendu parler de toi alors que tu as quand même été assez médiatisé pour ce qui t'est arrivé et que tu es un peu médiatisé, pas mal médiatisé pour la sortie du livre. Mais pour le coup, c'était avant la médiatisation. Oui, dans la première médiatisation, c'est pas si... Enfin, déjà, tu sais, c'est l'actualité. Hein. Oui, je suis médiatisé. Quand je suis revenu, il y a une médiatisation pendant 3 jours. Il y avait envoyé spécial, d'accord, mais bon, après, on passe à autre chose. Ouais. Et si tu regardes pas le journal télé tous les jours, moi, j'ai pas la télé. Hein. J'ai pas la place. C'est ça, donc normal que tu sois pas tombé dessus tout de suite. Et tant mieux, d'ailleurs. Pour le coup, j'ai découvert, quoi. Voilà. Sans Élise Lucet. Et en fait, ton bouquin, il raconte ce qui t'est arrivé. Donc je pense qu'on va... Alors on va peut-être le montrer le bouquin, parce que je l'ai eu sur ce format-là. Et maintenant, il est sorti en poche. Bien, on va faire plaisir à François et à tous ceux qui n'aiment pas cette couverture. Hop.
Ah, il est plus joli, comme ça on l'a ici. C'est vrai que bah, elle est, mais voilà, on en a discuté de la couverture, je pense qu'elle a son intérêt, donc on est chez Stock pour le format broché, chez Folio pour le petit. Celui-là je vais le montrer Oui, un peu après, bah, je pense qu'on va, non, on va le faire tout de suite, ça a aussi fait en fait pas mal d'autres choses avant ce qui t'est arrivé. Alors en fait, oui, non mais ça c'est après. Hein. Ça c'est après, merde. Ouais. Non, j'ai pas publié de livre avant. Hein. Non mais des articles. Oui, des articles. Oui. Alors ça en fait c'est le journal de prison d'Igor Guberman dont je parle dans le livre. C'est un poète que j'ai traduit en prison. Voilà. Et donc tu m'as hyper aimablement amené. Et que bah donc je n'ai pas lu puisque je ne lis pas je viens de te en scannant quoi. Et je l'avais pas avant. Et donc toi en fait on va quand même raconter ce qui t'est arrivé pour après aller vers la littérature et expliquer comment tu le racontes ou... Ah bah c'est toi qui décides. Ah bah, on est chez toi. On est dans le décor. Mais donc, non mais en fait tu as subi une arrestation a priori politique. Pas exactement politique. Oui, enfin, il y a une... Bon, de toute façon, il y a quelque chose de politique derrière. Oui. Oui. De toute façon, tout est politique. Oui. En Russie et dans la ville de Irkoutsk. Irkoutsk, ouais, tout le monde n'arrive pas à le prononcer. Mais j'essaie de m'entraîner, mais... Ce n'est pas... Et l'allemand m'aide un peu, mais c'est quand même pas pareil. Ouais, j'étais directeur d'une alliance française à Irkoutsk, Sibérie orientale. Et c'était en 2015, je suis arrêté, brutalement. Ouais. Continue le pitch. Ouais, pour vérifier que je l'ai bien lu. Non, mais t'es arrêté hyper brutalement, donc tu es torturé. Oui, voilà. On peut utiliser le mot. Que j'utilise pas dans le livre, parce que je décris les choses factuellement, mais c'est ça. Si on veut atténuer, on dira lourdement tabassé, jeté en prison d'un coup, tu finis par pouvoir en sortir, mais donc t'es jeté en hôpital psychiatrique. C'est ça. Non, mais on a quelque chose d'assez lourd. T'arrives en résidence surveillée, tu t'évades. Bracelet électronique, ouais, c'est ça. Et de là, non, mais c'est encore super drôle, vu qu'en plus je fais toute une vidéo sur la psychiatrie avec ma mère il n'y a pas longtemps, mais c'est encore un peu différent. Et de là, tu t'évades, tu vas à Moscou en te disant, bon, on va m'aider à l'ambassade, parce que, en fait, en étant directeur d'Alliance française, bah, tu relevais des... Je suis employé du ministère des Affaires étrangères. Je suis contractuel, hein, je ne suis pas du tout fonctionnaire titulaire, mais oui, je suis employé par le MAE. Donc tu vas voir tes boss, quoi, en fait, hein, ou tes collègues. C'est ça, oui. Et on te laisse rentrer, tu dis c'est bon, je vais pouvoir rentrer en France, et en fait pas du tout. Pas du tout, ça dure encore un an. Oui. Un genre de truc à la Julian Assange où les gens qui veulent t'arrêter, donc c'est-à-dire en fait les autorités russes, savent que tu es dans l'ambassade, donc tu peux plus sortir de l'ambassade, ton exfiltration ne se fait pas, et en fait tu passes un an enfermé dans l'ambassade russe sans même te balader dans toute l'ambassade en plus, dans une pièce. Quoi. Oui, je suis tenu au secret, donc je peux pas bouger. Et encore plus fou, tu arrives à t'évader et de l'ambassade et de Russie. C'est ça. De façon quand même assez rocambolesque, chacune des deux évasions. Et là, tu arrives à Nantes où ça doit être plus calme. Oui, je retrouve mes proches à Nantes, ouais, puisque je suis né à Nantes. Et il y a une chanson dans les prisons de Nantes, mais... oui. Mais c'était pas celle-là, c'est encore autre chose. C'est autre chose. C'est aussi un récit d'évasion d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc un truc absolument hallucinant qui m'a donc pas super du tout mis en confiance quand il m'a contacté et qui finalement ça t'est arrivé, ça se voit donc dans les bandeaux, c'est un peu ce qui est mis en avant, une histoire incroyable, angoissant et terrifiant. Oui, alors il joue toujours, c'est le marketing. Hein. Oui, alors là ils jouent, c'est assez intéressant, Folio, ils ont joué le double truc, envoyé spécial France 2 Élise Lucet, et puis Le Monde des livres, voilà. Mais ça c'est intéressant sur le statut de ton bouquin. Oui. Ouais. Et pareil derrière en fait, alors derrière ils ont changé un peu, alors derrière ils mettent Élise Lucet encore, et puis ils mettent Le Figaro littéraire. Voilà. Ouais, non, mais ça c'est assez drôle. Mais parce que ça te met entre le reportage et la littérature. C'est ça. Et voilà, de haute tenue littéraire, mais encore aussi le truc, une histoire incroyable. Donc c'est quand même le envoyé spécial, Élise Lucet, ils y tiennent. Mais ça doit coller avec ce que tu me disais de ton lectorat et du genre de ton lectorat. Ce que j'en connais, oui. Ce que tu en connais, parce que évidemment on ne sait pas tout. Moi ce que je sais, c'est qu'une de mes étudiantes m'a demandé si ce que tu avais vécu était vrai.
Mais alors c'est encore plus drôle. Parce Ah oui, que... mais c'est très bien enfin, c'est intéressant qu'elle te prenne comme spécialiste, enfin, tu vois, comme référence. Alors, c'est toi qui dois lui révéler. Mais non, mais... alors c'était un peu mignon parce que c'était un cours de critique littéraire et elle a cru que tu avais critiqué quelque chose et que c'était pour ça. Que j'avais critiqué quoi? Ben, j'avais pas trop compris sa question, mais elle avait besoin de parler de ce bouquin. Ah, c'est drôle. Ah, c'est sorti comme ça ah non, c'était sur le dernier cours avec des moments un peu plus détendus et c'était. Ah, d'accord. Voilà, madame. Mais c'est vrai, ça peut vraiment nous arriver et tout. Ah, bah oui, ça peut vous arriver. Et c'est arrivé près de chez vous. Mais donc, en fait, donc ça t'est arrivé en tout cas? Oui. Ouais. Mais ça c'est vrai, c'est intéressant parce que je ne joue pas du tout sur. Il n'y a aucune ambiguïté sur le statut de ce livre. C'est un récit autobiographique. Parce que alors si, il y a plein d'ambiguïtés parce que ça arrive de Chambéry. Oui, alors voilà. Enfin, parce que Chambéry est un lieu mythique en soi, c'est pas la Pologne, mais. On en parlait, parce que je reviens de Chambéry, j'étais invité au festival du premier roman. Je suis en effet avec que des gens qui ont écrit des romans. Mais alors c'est un festival de lecteurs, donc les lecteurs ont décidé de primer ce livre aussi. Mais je suis obligé toujours de commencer en disant « Bon, merci beaucoup, mais je n'ai pas écrit de roman. » Et même pas une autofiction. Ce terme avec lequel j'ai du mal, et le genre, et le terme qui est assez flou, qui recouvre, mais bon, tu le sais mieux que moi. Je suis pas très forte en autofiction. Ouais. Bon, en tout cas, c'est surtout pas ça. C'est tout sauf ça. Et en fait, tu le précises à pas mal de moments dans le bouquin, rien n'est inventé, je n'imagine pas. Et en même temps, il y a une phrase moi, qui m'a vraiment arrêtée à la fin. Alors, j'ai pas noté la page parce que je fais pas des trucs intelligents comme ça pour préparer. Non, mais tu finis sur Élise Lucet, ce qui est quand même aussi assez amusant. Donc, c'est vraiment sur les derniers moments donc de ton évasion. Au moment, voilà, on a déjà raconté la fin. Pour le coup, on sait que tu t'en sors puisque tu es là. Donc, bon, on va. Ouais, il y a tout ce côté-là, bon, il y a du spoiler. Quoi. On peut divulgacher allègrement. Et ça, on y va. Franchement, non, tu as une phrase sur la littérature, d'ailleurs, que j'ai entendue reprise. En émission ou en article, ça y est, je ne sais plus. Tu vois, j'ai quand même été ça, je n'ai même pas écrit dans ce livre, tu vois. Ouais. Oui, c'est marrant ça. Moi, c'est pareil. Il y a certains livres dans lesquels j'écris, et d'autres pas du tout. Longtemps tout s'accomplit avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves, ou si l'on veut, dans cette forme supérieure de rêve qu'est la littérature, c'est page 311 de l'édition Stock, dans le brochet, avec ce truc très étrange que tu écris à la troisième personne à ce moment-là. Mais parce que tu es aussi sous, j'ai envie de dire sous hétéronyme, mais ça c'est parce qu'on a parlé de Volodine tout à l'heure. Ouais. Mais sous pseudo, sous légende. Sous légende si on veut parler service secret. Mais non, mais c'est ça en fait, je me suis inventé une identité pour pouvoir m'enfuir. Mais je vais peut-être le dire de façon un peu frontale. Vas-y. Hier, entre lisant, je me suis dit qu'en fait le bouquin auquel ça me faisait penser, du point de vue de ce rapport à la réalité et à la littérature, c'est Springora. C'est le consentement de Vanessa Springora. Ah ouais. Avec aussi quelque chose de traumatique. Alors c'est drôle parce qu'ils sont sortis en même temps, je sais pas si tu sais. Enfin, à un mois d'intervalle, quoi. Rentrée de janvier l'année dernière. Mais sur ce besoin de reconquérir quelque chose qui a échappé par la littérature, ça c'est pas un truc que tu mets vraiment en avant comme le fait Springora. Et de constituer des documents contre le compromat que tu as subi. Donc un compromat, c'est le dossier pour te compromettre, quoi. Oui, c'est ça. Et Springora, contre Matzneff. Alors là, je te balance ça de façon ultra brutale. Non, c'est intéressant, personne m'a jamais dit ça, donc du coup ça me fait réfléchir. Alors, constituer des documents contre ce compromat, je dirais pas vraiment, parce qu'en fait, ils ont été constitués avant moi par un autre que moi, qui est Tristan Walex, qui a fait le reportage d'Envoyé spécial. Et surtout que constituer des documents de défense, quelqu'un qui est accusé de diffusion de documents pédopornographiques et du viol de sa propre fille, parce que c'est de ça dont je suis accusé, peut se défendre seul peut-être, mais en fait je crois que c'est pas du tout suffisant. Moi si j'ai tenu aussi, c'est parce que j'avais un comité de soutien, une famille très proche, et puis aussi une enquête journalistique indépendante qui a montré en fait les ressorts de tout ça. Alors là, avec d'autres documents. C'est ça, avec d'autres documents vraiment journalistiques, voilà. Le reportage, etc. C'est la première médiatisation que tu as connue qui a permis qui me permet ça. Et le livre, enfin je l'ai pas écrit en tout cas. Je veux dire, t'es plus fiché Interpol, enfin ça va quand même mieux quoi. Oui, ça va mieux. Ça va mieux, c'est plus détendu. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu avais peur aussi, c'est que j'étais recherché dans plus de 200 pays. Mais parce que moi je sais très bien que je suis surveillée. Et que quand on vient ici, on n'est jamais tout à fait à l'abri.
Ah bah avec moi maintenant, en plus tu vas avoir les Russes en bas, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais alors sérieusement, non, je ne l'ai pas constitué comme Oui, comme un comme une document réhabilitation. de défense, j'en avais pas besoin. Et en plus, je pense que je n'étais pas en position, du fait du type d'accusation. Euh, mais par contre... Parce que ça, c'est la réaction de Matzneff de répondre à Springora. Ouais, bah oui, exactement. C'est pas mal de se détacher de Matzneff, hein, c'est Bah oui, oui, plutôt, oui. Mais par contre, sur ce que tu disais de... reprendre en main l'histoire de sa vie, le cours du récit, en fait, donner mon récit, alors pas contre le récit journalistique, parce que le récit journalistique, il m'a jamais été défavorable, en fait, en France en tout cas. Mais en tout cas, donner une autre idée de mon expérience et de cette expérience. Et pour moi, ça passe, c'est-à-dire le récit journalistique, il était quand même très décevant pour moi. Évidemment. Je me reconnais pas là-dedans. Il était utile. L'aventurier, qui traverse les pays, ben oui. L'espion venu du froid. Ben oui, ben voilà. Et c'est ce portrait-là, le type un peu trouble qui est sans doute un agent de la DGSE. C'est pas du tout ce que j'ai vécu, c'est pas moi. Donc tous ces documents-là étaient très utiles, parce que finalement que les gens pensent que je suis un agent de la DGSE plutôt qu'un pédophile, bah tant mieux. Que mon innocence soit démontrée par tous ces documents, c'est très bien. Mais en revanche, le portrait, même s'il était plutôt flatteur, en fait, tout ce qu'on a dit de moi était plutôt flatteur, mais ce n'était pas moi. Donc j'ai repris les choses en main. Donc peut-être un peu comme Springora, ouais. Je veux bien. Je prends. Alors, donc il y a cette dimension des documents, des citations, etc., que tu peux avoir quand même régulièrement qui m'y a amené. Après Springora, elle a quelque chose de beaucoup plus pieds à pied parce qu'elle était prise dans de la littérature, alors que toi tu as été pris dans des documents juridiques, si on veut vraiment faire ce parallèle, donc c'est très différent. Ouais, non, c'est très différent. Bon, c'est aussi un peu cette même question, littérature-réalité, réponse à la littérature, etc., ou littérature contre la Et puis en plus, d'ailleurs, en fait... Mais t'as une phrase qui revient beaucoup, c'est ce qui ne peut se dire, s'écrit. Il faut écrire ce qui ne peut se dire. Ah, ça y est, j'arrive plus à la dire correctement. Ça y est, donc, ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire. Mais tu vois, ça va quelque chose avec quoi, tu vois. C'est Wittgenstein détourné, ça. Mais attends, on va en reparler, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, attends, quand même, il y a un truc important, là. Je crois quand même que Springora, elle est un petit peu ambiguë sur le statut de son livre. Elle a écrit roman. En faisant un espèce de truc sur le personnage et tout. Et alors moi, c'est justement l'ambiguïté dont je ne veux pas. Sans naïveté, évidemment. Hein. Je veux dire, je connais les apories de l'écriture autobiographique, mais je veux pas jouer avec ça. Il était hors de question d'écrire roman là-dessus. Donc là, alors, on va quand même me dire, tu changes des prénoms, et notamment donc de tes proches et des amis qui t'ont aidé en route. Pas tant que ça, hein. Mes proches... Alors, quand je change parfois, c'est par jeu. Alors, ma sœur, dans le livre, elle s'appelle Bérénice, mais parce que pendant toute l'histoire, elle a utilisé ce pseudo quand on était en messagerie cryptée, et parce que depuis longtemps, elle a une adresse mail Bérénice, elle a un lien avec Bérénice. Donc en fait, voilà. C'est pas la réalité officielle, mais c'est la réalité. Mais c'est quand même la réalité. Et de toute façon, il suffit de 2 clics sur Internet pour connaître son vrai prénom, qui est Lina, et j'ai aucun problème à le dire. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est plus un clin d'œil interne, c'est pas pour dissimuler des choses, c'est pas un roman à clé. Il n'y a pas de clé. Alors Louis, les seuls moments où je joue un petit peu avec la fiction, en effet, c'est pour dissimuler l'identité des personnes qui m'ont aidé, des 2 héroïnes en particulier. Et ça, c'est important, mais c'est pas un jeu littéraire. C'est plutôt parce que je crains les conséquences dans le réel et que je pourrais pas me regarder en face si ce livre avait des conséquences sur mes proches ou les personnes qui m'ont aidé. J'ai fait lire ce livre par mes proches. S'ils avaient voulu censurer quelque chose, ça aurait été censuré. Ça, c'est important. Jamais de la vie. non, mais c'est intéressant parce que en fait, bon, on est dans ce délire un peu cliché de le vrai, pas vraisemblable, etc. C'est ça. Mais, oui. Ce qui est une... Et alors, justement, à Chambéry, comme tout le temps d'ailleurs, une question qui revient tout le temps, c'est
qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictionnel, ou des fois, est-ce que vraiment tout est vraiment vrai? Ils veulent vérifier quand même. Alors que normalement, en principe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le pacte que je noue avec le lecteur, pour le coup, il est quand même assez clair. Alors, il est assez clair. En plus, tu fais du placement de produits pour Blablacar, donc voilà, on a quelque chose qui nous y mène, si je puis dire, avec Blablacar. Mais remarque, Blablacar, ça pourrait être un sous-titre. Hein. Sous-titre. Pour avoir le voyage avec le blabla littéraire. Et ah oui. Alors tu sais ce qui est très drôle, quand je suis revenu, donc bien avant le livre, hein, quand le truc a été médiatisé, on me l'avait fait suivre, Blablacar sur le compte officiel Twitter Blablacar a envoyé un message, que j'en avais parlé dans les conférences de presse à ce moment-là, a fait un message, nous nous réjouissons du retour de Yoann Barbeau en France, hashtag Blablacar, liberté, je sais pas quoi, enfin un truc. Ils ont eu raison, en fait, si, ça c'est des bons communicants. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça nous éloigne du... Mais c'est rigolo. Oui. Mais pour le coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais par contre, si la littérature, elle est là, mais finalement, elle est présente en tant que toi, tu es nourri de culture littéraire, et que cette culture littéraire, elle t'a aidé. C'est ça, que ma vie, c'est aussi la littérature, que la littérature, c'est dans la vie, donc c'est dans le livre. Et là, avec des références très russes, pas uniquement. Pas uniquement, non. Et avec des genres, en fait, très différents, parce que finalement, c'est... c'est une autobiographie d'aventure, je vais dire autobiographie à la place de roman à chaque fois, mais en fait on rattache plutôt ça à des genres romanesques, mais c'est pour ça que je comprends que les gens oui. Non mais en fait c'est toujours pareil, tout dépend comment on définit le roman, qui est un genre accueillant, donc on pourrait, mais pourquoi pas, roman vrai comme disent certains. Bon. Ouais, mentir vrai. Oui, alors d'où le problème, oui, et là Aragon pour le coup c'est... Mais tu as un style qui n'est pas uniquement factuel. Mais attends, c'est quoi un style factuel? Ça serait du Camus, quoi, tu vois, un truc un peu chiant. Ouais, d'accord. Je vais encore me faire descendre. Alors attention. Camusien, voilà. Non, mais on sait, c'est une blague. C'est une blague. Mais j'étais à l'école Albert Camus et j'en ai énormément lu et j'ai adoré. Et c'est vrai que là, c'est un truc qui... Ah oui, oui, ça c'est intéressant, c'est en deuxième lecture, c'est ça, où quand tu reviens... Oui, après ça fait 15 ans que je ne l'ai pas lu, donc c'est un jugement évidemment à l'emporte-pièce parce que c'est marrant, mais qui est pas définitif. Non, rien n'est jamais définitif. Non, mais quand tu réfléchis, si tu prends La Peste, puisque ça parle pas du tout de toi, La Peste en fait c'est super, genre le racisme c'est une maladie, personne n'est responsable... Bon, tu vois. Ouais. Donc là c'est plutôt une question politique, mais ça me questionne quand même. Voilà. Donc je suis pas entièrement satisfaite par Camille. Non, mais donc t'as un vocabulaire ultra riche, hyper varié avec des niveaux de ton, beaucoup d'emprunts, donc c'est-à-dire t'as des mots en russe que tu vas expliquer, etc. Bon allez, si on était romantique, on dirait que ça fait couleur locale, mais c'est plus que ça, et c'est pas kitsch. Non, j'essaye, ça a un sens. Voilà. Quand je mets un mot russe, c'est pas pour c'est pas décoratif. Ça... T'as ce passage à la troisième personne à la fin qui est quand même ultra étonnant. Il y a des effets de ce qu'on appelle des anachronies. On rentre dans ce que j'attendais. L'analyse littéraire, les figures de style. Non, je vais finir par croire que tu l'as écrit pour que je l'analyse. C'est sûr. En partie. Non. Au moins, non, mais en fait, il n'est pas linéaire. Mais alors, non, mais tiens, un truc qu'on n'a pas raconté pour de vrai. Quand j'ai fait la petite allusion à Renan, là, dans le livre, j'ai pensé à toi, ça c'est sûr. Mais vraiment, puisque j'avais vu tes vidéos, j'étais en train d'écrire, et donc c'est le moment où je découvrais tes vidéos, où je les avais vues quelques mois avant. Donc quand je fais le truc où je parle de la création de l'Alliance française, de Jules Verne, et puis il y a Renan qui est là, bref, j'ai pensé à toi directement. Quand il s'agissait de mettre Renan... Ah oui, je t'avais mis ça. Mais pour le coup, alors comment tu sais que Jules Verne était là? Parce que ça, j'ignorais que Jules Verne était sur place. Au moment de la fondation de l'Alliance française? Ouais. C'est mes sources. C'est mes sources. D'accord. Ça, non, j'en suis pas certain qu'il était là. D'accord. Je pense... tu vois qu'il y a de la fiction. J'en suis quasiment sûr, j'avais cherché... normalement, parce que le texte de Renan, je le connaissais. Il était dans les membres fondateurs annoncés, mais j'ai pas vu le compte rendu de réunion qui dit présent. Ouais. Mais il est dans les membres fondateurs. Est-ce qu'il était exactement à la réunion ou est-ce qu'il a signé les documents après? J'en sais rien. En tout cas, j'ai rigolé quand faudrait vérifier.
Mais je pense qu'il était là. Voilà, quand même. Et Jules Verne aimait beaucoup Renan, mais avait l'air d'en avoir un peu peur. C'est ça, et puis il était un peu écrasé. Alors peut-être que alors là, c'est pareil, c'est moi qui imagine la figure de Renan qui écrase complètement Jules Verne, et ça on le sait, qui avait l'ambition d'entrer à l'Académie française, qui n'a jamais pu l'assouvir. Bon, voilà. Et Renan, mais bon, ça c'est pas. Tu connais par cœur. Sur Jules Verne, pas tellement, non. Non, mais la figure de Renan, la figure de Renan, oui, ça je la connais bien. Et comment, à l'époque, quand même, il est extrêmement dominant. Aujourd'hui, beaucoup vachement, moins, on l'a oublié, mais... Enfin, par contre, non, faut pas que je dise ça. Non. Spécialiste de Renan, mais... Si, c'est vrai, quand on me dit que ma thèse va faire date chez les Renaniens, je suis pas très contente, parce que le fait de faire une thèse sur Renan suffit, en fait. Ouais. Donc... je connaissais pas Renan avant de faire ma thèse, hein. C'est pas un amour de jeunesse. Quoique le matin, quand j'allais en prépa à Bordeaux, je descendais la rue Ernest Renan sans savoir qui c'était, je me posais zéro question, je fumais ma clope. Ah bah tu vois, ça a infusé. Je t'ai coupé, je sais plus ce que tu étais. Non, mais je parlais des anachronie, c'est-à-dire en fait il y a des moments où tu reviens en arrière, tu as des effets d'annonce, tout ça, ça participe de la littérarité, c'est-à-dire du fait que le texte soit littéraire et pas un rapport, quoi, c'est pas un compte-rendu. Oui. Et en plus, tu as donc pris des notes sur place, tu as ramené des cahiers vers Opaline, si je me souviens bien. C'est ça, c'est mes cahiers de prison. D'ailleurs, c'est un adjectif qui revient souvent, Opal. Et en dehors des cahiers vers Opaline ? Ah, je m'en rappelle plus ça. J'en suis pas forcément conscient. et qui donc t'ont servi de source, mais pour faire autre chose, parce que tu aurais pu publier tes cahiers tels quels, finalement, aussi. Oui, ça aurait été difficile. Ça aurait été un objet un peu particulier. Ouais. C'est la seule fois de ma vie où j'ai tenu un journal. En prison, puis dans un hôpital psychiatrique. Mais c'était très particulier. Je lâchais des choses, c'est pas... Je le ferais pas lire, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment... Je sais pas si tout est lisible. En plus, j'étais dans quand même un état d'esprit extrêmement paranoïaque où il y a plein de choses qui sont codées dans ce que j'écrivais. Donc, mais par contre, ça m'a beaucoup aidé à me remettre dans l'état d'esprit, évidemment, parce que évidemment, non, j'en sais rien, mais avec la distance, tout ce qui se passe entre temps, on oublie en fait. On oublie dans quel état on était. Enfin, moi, j'ai oublié dans quel état j'étais avant de me replonger dans les cahiers. Et alors, est-ce que c'est ça qui explique un truc qui peut être étonnant et c'est marrant, j'en ai parlé avec mon père ce matin, mais qui est finalement que c'est un récit à lire où on a de l'empathie pour toi, tu vois, enfin, on sent que c'est violent, mais qu'il y a pas mal d'humour. Oui, ah bah oui. Avec cette distance... c'est le mécanisme classique de défense, sans doute, enfin chez moi. Et puis, je sais pas, quand j'écris... Dans l'écriture aussi. Et dans la vie, je sais pas, j'aime bien rigoler. Non, et ça passe... alors vraiment, ça m'a marqué, je l'ai relu hier soir, ce qui explique mes petits yeux et mes grands cernes. Mais sur l'arrestation et le moment où tu es frappé, je suis désolée, hein, parce que pour le coup, ça m'a pas fait rire, mais je me suis dit, tiens, il y a quand même des moments de mise à distance à ce moment-là, hyper intéressants, qui passent notamment par ce qu'on appelle la typification, c'est-à-dire en fait que tu les connais pas, tu as du mal à les identifier, mais en même temps, tu as une espèce de typification qui en fait des personnages littéraires et presque des marionnettes, ou des grands guignols, un truc complètement ridicule, qui rappelle Kafka, qui rappelle pas mal de choses. Enfin, je sais pas si... je te balance des trucs comme ça un peu à l'arrache, mais... oui, t'as raison. J'acquiesce. J'essaie de retrouver le passage, parce que c'est... les anachronismes, c'est pas pratique pour retrouver un passage. Ah oui, bah oui. Non, mais le fait que le chef de l'enquête, qui est celui que j'ai vraiment sur le dos, je l'appelle Pierre Richard. Mais ça, je l'ai fait pour de vrai. Parce que Pierre Richard, il a l'air vraiment sympa, hein, au contraire. Mais je l'ai fait pour de vrai. C'est-à-dire que quand ma sœur et mon père sont venus me rendre visite en prison, et avec ses frisettes, on l'appelait entre nous Pierre Richard. D'accord. Et pourtant, il avait un nom hyper romanesque. Son vrai nom, c'est Kapitonov. Oh, ça pète. Tu vois, c'est Kapitonov, quoi. C'est le capitaine qui m'interrogeait. Mais non, mais entre nous, on l'appelait Pierre Richard, donc c'est vrai, en fait. C'était une mise à distance aussi qui existait dans le réel, et pas
Bon, je sors du cadre, j'attrape ma tasse. De toute façon, tu sais, les gens, ils font leur vaisselle hein, pendant oui, je sais, ils font d'autres trucs, comme moi, hein. Quand je t'écoute, je fais aussi d'autres choses des fois. Non, mais tu vois, là, je suis page 26 de l'édition Stock, hein, on me montre les photos, j'en reconnais certaines, les types en face de moi sont d'une cocasserie ineffable, un pantagruélerie. Ouais. Su à grosses gouttes, c'est lui qui, à l'instant, posait les questions, je reconnais sa voix, donc bon, là, on voit tout le... tout le processus par lequel tu essaies de retrouver des repères quand tu n'en as pas, enfin plus parce que donc tu as été enlevé avec un sac sur la tête et tu sais pas tellement où tu es ni ce qui t'arrive, mais tu sais que c'est pas cool. Oui, ça je l'ai compris tout de suite. Mais ça passe par là et sur la suite, hein, il me toise, ajuste son sourire à ma qualité de marionnette. Donc là, je parlais de Grand Guignol, mais c'est toi la marionnette finalement, et je l'ai gardé en tête. Oui, c'est vrai. Et c'est pas le seul endroit où je me décris comme une marionnette parce que c'est cette sensation au moment de l'arrestation aussi où je suis manipulé, je suis un corps manipulé. Ouais. Insignifiante, donc je suis désolée, c'est peut-être violent de lire ça, non, ce passage-là en particulier. Pas du tout, tu sais, je l'ai mis à distance, et puis c'est le fait d'en parler, tiens, on va en parler tout à l'heure, pourquoi c'est la dernière fois que je parle de ce livre. Ouais. Mais parce qu'il s'opère des mises à distance, à force d'en parler aussi, dans l'écriture déjà, à force d'en parler, mais je suis ravi hein, d'être ici, c'est pas, et on va continuer, et 2 heures si tu veux, et au contraire d'ailleurs, et la manière dont tu le fais, c'est très bien, ce sera... Mais c'est pas des autres hein, dont je suis fatigué, c'est moi-même qui me fatigue en fait, de m'entendre parler. La vérité de l'expérience, je l'ai mis dans un livre en fait, et finalement j'aime pas du tout bavarder autour de ce livre. Dans le fond, non mais... Pardon, non, c'est pas du tout pour... Enfin, tu comprends. Oui, je veux pas créer le malaise. En fait, justement, je suis tout à fait... Le seul endroit où je peux le dire, c'est ici. Tu vois, je pouvais pas le dire à Chambéry, devant le public, j'en ai ras-le-bol de bavarder. Enfin, je l'ai dit un peu, mais pas trop. Mais en fait, si, il faut le dire de cette façon-là. Ça peut être intéressant hein, d'écouter un auteur autour du livre, mais bon, c'est plus intéressant de t'écouter toi, d'ailleurs, pour moi. Mais à un moment, si on a écrit un livre, c'est justement parce qu'on ne se satisfait pas de la conversation orale ou du petit texte rapide, ou si on a fait 300 pages, c'est parce que cette expérience, elle a besoin de ces 300 pages pour être dite, et tout le reste est bavardage. Mais, bon, je parle vraiment pour moi en fait. Tu vois, ce que moi j'ai fait, au contraire, il y a un projet d'adaptation théâtrale par exemple. C'est super. Tu vois, je suis vraiment ravi. Mais ils voulaient m'impliquer un peu dedans au départ, et au contraire, je veux pas. C'est à eux de s'emparer du truc. Et donc pareil, empare-toi et discutons, et tu vois, hein, c'est pas... Mais pour le coup, tu vois, là, ça me fait penser d'un coup, alors que, en fait, c'est bizarre, parce qu'avec le bandeau... Enfin, la couverture, etc., la situation qui est mise en couverture, je l'avais pas. Ça me rappelle ce passage célèbre de Benjamin qui parle dans Le Conteur, qui est consacré à l'œuvre de Nicolas Leskov, donc encore un russe. Que les soldats de 14 sont revenus sans pouvoir transmettre une expérience orale, et que c'est la transmission orale de l'expérience qui n'est plus possible. Et là, finalement, il y a une espèce de reproductibilité dans la médiatisation de la parole, qui épuise quelque chose de... pas du livre, puisque le livre est là, mais de toi, de la façon dont tu as de lire ce livre. Ouais. Et la sensation, en tout cas pour moi, à force de redire en fait un peu la même chose ou de répéter, ça devient... J'ai l'impression de sonner faux. Ça fait ça quand on corrige tes copies. Ouais. Et qu'on retrouve son cours, mais pas comme on aurait voulu. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est moi-même qui sonne faux, donc il y a un problème. Mais non, la répétition, et puis non, enfin, je pense que c'est un truc que je comprends de... C'est comme quand tu dis un mot plein de fois, tu sais. Ouais. Moi, ça m'avait fait ça avec le mot arc-en-ciel quand j'avais 6 ans, un truc comme ça, et je voyais plus le rapport, tu vois, entre le signifié et le signifiant. Ouais, c'est ça. Bon, puisque tu as bossé sur Wittgenstein, ça parle. Voilà, ouais, complètement. Ouais. Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire. Ouais. Alors en fait, c'est la dernière phrase du Tractatus Logico-Philosophicus où il dit ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Donc c'est tout à fait, c'est même une censure. Et c'est l'inverse. Bon, là, il faut l'écrire.
Mais en effet, bon, on est complètement dans le sujet, mais voilà, enfin, cette phrase, elle a vraiment un sens profond pour moi. C'est que oui, je ne peux pas en parler en fait. Donc je sais pas ce que se fait là, je l'ai écrit. Non mais t'es venu pour m'écouter en fait. Bien sûr, je suis venu pour te rencontrer, pour passer derrière YouTube, voir un grain de lettres que j'adore, mais vraiment, c'est vraiment ça. Et non, parce que je sais aussi que je vais entendre et que la discussion va pas du tout ressembler à tout ce qu'il y a d'habitude, donc Ah bah de toute façon, déjà que je fais de l'anti-YouTube, c'est sûr que je fais pas de la télé. Hein. Pas de télé, non, mais même pas les rencontres qu'on a littéraires avec des animateurs littéraires en salon. Parce qu'on a le temps. C'est compliqué Enfin, moi, j'ai pas envie de jeter la pierre aux gens qui font vivre le livre de façon médiatique parce que c'est important que ça existe et ça fait plein de choses et en même temps, je les suis pas, donc c'est que c'est pas ma came quoi. Bah oui, c'est un peu la même chose en fait pour moi. Moi j'y suis allé parce qu'il faut y aller. Et c'était très bien pour moi parce que c'est comme ça qu'on rencontre un lectorat hein, en fait. Mais c'est pareil, je regarde pas ces trucs là non plus. Ben, je regarde un grain de lettres et pas Bunel. Pardon. Désolé François. Bunel. Mais pour le coup, en fait, j'ai presque eu l'impression, mais ça c'est aussi parce que j'ai écouté Le Havre Nu avec Jacques Tardy, mais j'ai eu l'impression de voir des gueules de Tardy à plusieurs moments. Dans ces typifications. Donc la typification, c'est le procédé par lequel un personnage devient un type, c'est-à-dire que ça va, en retenant des traits significatifs, souvent caricaturaux, ça va permettre, parce que là je fais ma prof, de l'identifier très facilement, mais d'avoir une image aussi assez figée, qui est donc potentiellement comique. Et ça participe de cette déréalisation que tu as dû vivre, en tout cas dont on a le sentiment en te lisant. Évidemment que quand la réalité vacille à ce point-là et à cette vitesse-là, on doit être dans une forme de déréalisation. Oui, c'est sûr, et c'est ça que j'essaye de rendre, oui, c'est tout à fait. Et ce côté... et ça va avec ce qu'on appelle en traumatologie, l'hypervigilance, mais qui sont des mécanismes de survie. Oui. Et c'est ce que je décris, tu le vois bien, au moment de l'arrestation, et encore aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de retranscrire dans le livre, mais oui, j'ai des sensations extrêmement précises, du masque sur le visage, de la respiration, de tout, voilà. Oui, c'est ça. Et cette scène, tu me disais tout à l'heure que ton éditeur aurait voulu que tu commences par elle. Ah oui, la scène de l'arrestation, oui. Et pas la scène sur le Baïkal. Donc le livre s'ouvre sur une scène sur le lac Baïkal, en Russie. Parce que, oui, on va la lire. Je vais peut-être te la faire lire. Ah, si tu veux. Ou je la lirai moi. Comme tu veux, les deux sont possibles, ouais. Mais oui, alors ce qui est important de dire quand même, c'est que j'ai passé une longue période de ma vie en Russie, et dans ce livre, je raconte aussi des moments heureux en Russie, et tout ce qui me rattache à la culture russe, à des amis russes, amis beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, il y a tout ça dans le livre, et le livre s'ouvre là-dessus en fait, sur une scène heureuse au Baïkal. Pour moi, c'est ça. Et donc, parce que tu as deux romans russes en fait, contrairement à Emmanuel Carrère qui en a qu'un. Pourquoi deux romans russes? Eh ben, t'as le roman de ses amitiés. Et ah oui, le roman de la prison. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc, je me suis... j'ai insisté vraiment, en effet, auprès de l'éditeur pour garder ce premier chapitre, qui a été un peu raccourci, et il est mieux comme ça, sans doute. Mais c'était essentiel pour moi de commencer par ça. Je ne pouvais pas du tout commencer par autre chose. Mais pour le coup, on va le lire. Allez, lisons. Tu l'as dit ou je l'ai lu? C'est toi qui décides. Tu es maîtresse des lieux. Tu as envie de le lire? Ou tu préfères comme tu veux. Moi, je veux bien t'entendre le lire, en fait. Mais si tu veux, où on peut passer le relais, on fera une... Non, mais ça devrait aller. J'ai bu du thym parce que je fume tellement en ce moment que je commence à plus avoir de voix. Et heureusement que les cours sont finis. On va quand même commencer par l'épigraphe. Enfin, la dédicace, exactement. Aux prisonniers, aux fous, à ceux qui prirent ma défense, aux loups et aux Golomianka. Alors, j'explique ce que c'est que le Golomianka à la toute fin du livre, oui. Prélude, le syndrome du Baïkal. Et c'est intéressant que tu dises syndrome. Parce que sur un récit de prison, on ne s'attend pas à un récit pathologique. Ouais. Et en même temps, ça te chose. Ça a failli être le titre du livre. C'est vrai? Ouais. Mais c'était trop... Ah oui, parce que j'en avais fait une métaphore plus... Enfin si, ça revient un petit peu... oui, c'était un petit peu différent. Enfin, c'était plus lourdement amené au départ.
Il est un chant célèbre dans toute la Russie qui dit les pensées d'un fugitif. Il a échappé au bal, il a échappé aux bêtes de la forêt, il vogue dans un tonneau sur un lac fabuleux, ça commence un peu comme une dévotion païenne, ô mer glorieuse, ô Baïkal sacré. Alors c'est une chanson que je cite, hein, qui est extrêmement connue en Russie. Ô mer glorieuse, ô Baïkal sacré, je l'ai traduit comme ça, ouais, c'est Slavnaya more, Svicheni Baïkal. Qui est une chanson populaire qui parle de l'évasion d'un prisonnier. Ouais, donc dans les prisons de Nantes, mais Baïkal. C'est ça, version Baïkal sur le Baïkal. Ouais. Tiens, des mots bruissent dans ma tête de tolard. Je commente au fur et à mesure ou après? Ok. Comme tu veux. Une voix dit « Il ignore pourtant celui qui n'a pas senti le gel prendre sur sa peau, n'est que l'ébauche d'un homme. » La formule est un peu sèche, un peu raide, sentencieuse. Sortie de la bouche d'Alexandre ce jour-là, elle était juste. Elle sonnait. Nous étions au bord du lac, dans une cabane qui aurait pu être un décor de cinéma. Température extérieure, moins 41 degrés Celsius. Le poêle réchauffait les corps à l'excès, j'étais en nage. J'étais en forme. Victor me servit une goutte de vodka dans un gobelet en argent dont il était très fier. Alexandre fit l'impasse. Il y avait la cabane, les bûches sagement empilées près du poêle, quelques flamèches, l'odeur du bois, du poisson, les petits gobelets et la fenêtre qui nous happait. Pris entre les falaises, la forêt et le lac glacé, nous goûtions une forme de félicité au milieu de nulle part. Aucune route, et pas âme qui vive à moins de 10 heures de marche. Le gel est entré dans la conversation, je m'en souviens. Alexandre était cramoisi, mais des phrases limpides sortaient de sa barbe poivre et sel, je les entends du fond de ma geôle. L'expérience du gel est une mise en question. C'est la mise à l'épreuve de ce qu'un homme sait du fait d'être. Nous étions prêts. Nous avons avalé les derniers morceaux de poisson fumé et pris la direction du lac. 3 moudjiks déterminés sur la glace du Baïkal. Le ciel était d'un bleu catégorique, la lumière finement ajustée. Tout concourait à rendre notre expédition théâtrale, les petits gobelets d'argent avaient leur part, sans doute. Il y avait surtout le lac. En Sibérie, quand l'humidité est suffisante, quand les températures sont très basses, on peut voir apparaître dans l'air comme une poudre de diamants. La vapeur d'eau qui nous entoure, invisible d'ordinaire, se transforme en une infinité. J'étais juste en train de me dire, tiens, c'est marrant, j'ai pas trébuché. De cristaux de glace. Le monde scintille, quelque chose s'ouvre et veut nous ceindre. Parfois, la langue cristallise, elle aussi. Appelons cela le syndrome du Baïkal. Les mots s'évaporent et peu à peu se figent comme glace. Le phénomène s'observe n'importe où, à n'importe quelle heure, c'est là son raffinement. La glace prend sous toutes les latitudes, nous choisissons de creuser ou d'esquiver, mais nous sommes tous un jour les jouets du Baïkal, je veux le croire. Nous marchions sur le lac, nos corps étaient à sa merci, agités par les rigolades franches et le son d'un tambour que je tenais d'un ami chaman. Là, je me suis vraiment dit que c'était du Volodine à ce moment-là. C'était pas du tout. Nous dansions, je frappais avec, dans la main gauche, l'objet rituel, une peau de chèvre cousue sur un cadre en bois de mélèze, et dans la droite, un battoir orné de fourrure de loup. Près de la rive, on distinguait le fond rocheux jusqu'à peut-être 10 ou 20 mètres sous nos pieds, puis de la glace perdait sa transparence miraculeuse, l'image devenait trouble, bientôt plus rien qu'un entrelac de fêlures sur fond de ténèbres, avec, de ci, de là, des colonnes de bulles blanches immobiles. On entendait parfois des explosions sourdes, des borborigmes gloutons et malicieux. Il nous rappelait qu'il y avait là, juste en dessous, une grande masse intraitable que nos gesticulations pourraient irriter. « La plus grande patinoire du monde !» s'était écrié Victor en glissant sur un pied. Une patinoire grande comme la Belgique, avais-je lu quelque part. Nous étions seuls à peu près, loin des jagasseries du monde. Nous arrivâmes finalement au trou. Et pas encore en fait. Victor l'avait creusé le matin même à l'aide d'une tronçonneuse. Par lubie, il avait réalisé son ouvrage à plus d'1 kilomètre de la rive et, pour la beauté, pour l'âme, pour la tradition, il avait sculpté une croix orthodoxe dans la glace, elle était posée là, à proximité du trou. Lorsque les mots furent en passe d'être pris dans le gel, et lorsque, au même instant, je vis dans l'air le poudroiement d'une infinité de cristaux de glace, j'aperçus autour des visages de mes acolytes comme un halo se former, et même, disons-le, une évidente auréole, je compris. Le lieu donnait son assentiment, le lac nous accordait la sainteté. Qu'il nous avala la minute d'après était chose possible, mais, pour l'heure, les histrions prenaient place sur l'icône. Voilà ce que disaient les quelques mots qui affleurèrent avec le grand silence de glace. Nous sommes tous plus ou moins fous. C'était un 19 janvier. Comme tous les ans, on célébrait un peu partout en Russie le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est-à-dire que l'on perçait consciencieusement la glace des rivières, des fleuves et des lacs. On y plongeait son corps 3 fois dans le but de se purifier. On pensait renaître lavé de tout. Des autorités spirituelles peu audibles, et forcément je suis putain, avaient averti, c'est l'athéisme qui remonte.
Des autorités spirituelles peu audibles avaient averti depuis des lustres qu'il n'y avait là que foutaises authentiques, hérésie ou paganisme, et, dans le pire des cas, diablerie. Pourtant, les popes bénissaient volontiers les eaux, on les voyait se presser au bord des trous à côté des secouristes et des organisateurs. Certains condamnaient, mais sans trop insister, l'Église nourrissait le doute. Des illuminés défendaient fougueusement la tradition, d'autres l'entretenaient en athlète rigolard, si bien que, dans la foule indémêlable des impies, des battleurs, sportifs et croyants, chacun ignorait s'il plongeait comme un orthodoxe des plus orthodoxes ou comme le plus païen des sagouins. C'était très bien ainsi. À notre manière, nous participions à la fête, loin de la foule. Victor devint sérieux, presque protocolaire. Il se déshabilla, il fit un signe de croix. Allons-y doucement, prenons garde, les gars, de ne pas glisser sous la couche de glace. Ardu de retrouver la sortie après ça. Il entra dans l'eau, sa bouche se déforma, le visage s'ahurit. Il plongea 3 fois, se signa. « Sors maintenant !» gueula Alexandre. « Ne fais pas l'abruti !» Dans une flotte comme celle-là, ton espérance de vie, c'est en minutes qu'elle se compte. Victor se hissa hors de l'eau. « Tu exagères toujours, on ne crève pas si vite, pas moi. Alexandre, tes doigts tomberaient en moins de 10 minutes. » Un médecin que j'interrogeai un jour estima que les plus solides pouvaient espérer survivre 1 heure, tout au plus. Alexandre se déshabilla, plongea, le visage s'ahurit, il ressortit. Il cria, vit passer dans le ciel un aigle impérial. C'était impossible en cette saison. On le lui dit, mais il le vit. Mon tour vint. J'imitai mes acolytes. L'eau à 0 degré n'est qu'une étape, une entrée en matière. L'expérience véritable survient au sortir du trou. Le petit thermomètre que Victor trimballait partout affichait désormais moins 44 degrés Celsius. Le froid et le gel sont 2 mondes. Victor était intarissable sur le sujet, il avait sa théorie. On peut la formuler simplement. La férocité, la cruauté et l'extrême sont le domaine du gel. Il y a certes un gel modéré, celui que l'humanité connaît en général, mais tout commence vraiment à partir de moins 12 degrés Celsius. On parle alors de gel significatif. À moins 25 degrés, le gel devint fort. On peut sentir les cristaux de glace jouer dans les narines. Il est dit sévère ou cruel autour de moins 35 degrés. Il tanne, brûle la peau. L'extrême se présente à moins 44 degrés, et avec lui une autre manière de respirer. Moins 44 degrés, je sors du trou. L'espace d'un instant, je sens sur mes épaules des cristaux de glace se former. Mes pieds et mes orteils sont des cailloux, à peine connectés au reste du corps. Aux commissures des yeux, les larmes hésitent, elles se solidifient et se liquéfient en un va-et-vient perpétuel. Mes doigts sont paralysés. Le sang s'est replié vers les organes vitaux. Je suis incapable de me rhabiller, pantalons et chaussettes me filent entre les mains. La scène est comique et belle. J'appelle Alexandre à la rescousse. Je suis sous le coup d'une formidable décharge d'adrénaline. La chaleur revient. Je ne sais plus où sont les mots. Dans la glace, au fond du lac ou ailleurs, peu importe. Au diable, mes pauvres palabres. Le chemin du retour est cavalcade. La lumière est bonne, les rires sont une grâce, notre joie glisse sur le lac gelé. Le monde était simple. Devant moi, il y avait l'humanité chaude et minuscule, celle qui fend le cœur. J'étais venu en Sibérie pour ça. Je le croyais. Merci. Ah, c'est... Écoute, ben, j'aime bien. C'est toi qui l'as écrit. C'est pas mal écrit. Non, c'est pas ça que j'aime bien, c'est de l'entendre dans la voix d'une autre. C'est pas souvent d'ailleurs que j'entends quelqu'un lire dans la durée comme ça. Ouais, c'est un passage un peu long, pour le coup, plus long que d'habitude. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? On peut le prendre linéairement parce que c'est toujours pratique d'être en linéaire. C'est une scène qui est surprenante, inattendue, qui est très belle. Et en tant que scène et en tant que... J'essaye de décrire un moment de beauté, ça c'est sûr, et d'expérience, même si on pourrait trouver que c'est une expérience physique dure. Moi, je le dis à la fin, c'est une adrénaline, les endorphines arrivent, et en fait, cette plongée en eau glacée, elle est bienfaisante, finalement. Et elle est un baptême. Oui. Un baptême auquel tu ne sais pas quel sens tu donnes. Oui. J'ai, en relisant... Païen, on comprend que je suis un peu païen sur les bords. On le comprend, mais il y a quelque chose qui s'amuse, en fait, de cette possibilité baptismale. Oui. Et en même temps, elle me semble entrer complètement en écho avec l'évasion dans le bois. Et avec le passage, justement, un peu marécageux. Oui, c'est vrai que je replonge dans l'eau aussi. J'y ai pas du tout et parce que, en plus, pensé. Tu sors du trou. Ouais. Écoute, c'est pas du tout conscient. Oui, mais c'est intéressant. Parce que ça va amener des phénomènes d'écho. Tu as immédiatement une anachronie. Donc, tiens, des mots bruissent dans ma tête de tolard.
Donc là, on est sur une dimension quand même assez orale du récit. Et avec de l'argot, hein, Tollard. Et c'est un alexandrin. Pour la petite, Ouais, mais moi, je suis pas très bonne en pour, versification. pour la petite, comment dire, coquetterie. Parce que c'est de la coquetterie. Parce que ça joue vraiment du changement de registre assez permanent. Dans ta prose, tu fais vraiment ça. C'est vrai, oui. Et là, mais ça va amener, tu vois, au niveau du rythme, le vers blanc amène de l'héroïque comique quand finalement tu es dans du burlesque, parce que tu pourrais le raconter comme une véritable catabase, une vraie descente aux enfers, etc. Tu serais un peu, je sais pas moi, Orphée ou Aîné, etc. Et nous, on est un peu plus chez Rabelais, et surtout dans ce passage. Et là, je pense que là, c'est volontaire. Oui, on peut le dire. Voilà. Une voix dit, et là, cette voix, c'est une des rares voix qui n'est pas identifiée, alors que c'est quand même que ton texte a beaucoup de citations et beaucoup de discours rapportés qui font entendre le grain de la voix, comme on dit depuis Barthes, au moins. Oui, ah non mais attends, elle est quand même identifiée, enfin elle pas tout de suite, après. mais c'est, après. on comprend... Oui, mais le fait qu'elle arrive comme ça, va faire partie... oui, t'as raison, dans un premier temps, c'est une voix, c'est pas Colia ou Alexandre qui parle, dans un premier temps, c'est une voix. Et c'est un moment où tu es dans une non-mixité masculine. Oui, c'est complètement. Oui, ce sont peut-être les aventures qui t'ont mené à l'aventure. Et comment ça? Ah oui, pardon. Donc, et à cette non-mixité masculine qui est ensuite la prison, mais là c'est sur un moment de non-mixité masculine amicale. Oui. Et tu vas retrouver des formes d'amitié, surtout en prison et à l'hôpital psychiatrique d'ailleurs. Oui. Oui, bah là c'est un peu en effet les amitiés viriles un peu caricaturales hein, aussi. Enfin, je veux dire, je m'en moque un peu, je m'en amuse aussi. C'est qui n'a pas senti le gel prendre sur sa peau n'est que les boges en homme, donc tu deviens un homme après cela, voilà, puis après ton passage en prison finalement. Bon voilà, c'est le truc, c'est les bonhommes quoi. Pour être un bonhomme, il faut passer par là, c'est ça le... Voilà, et c'est là qu'on sait qu'elle est d'Alexandre, et la phrase sonne, et évidemment c'est un passage qui est une réécriture des paroles gelées de Rabelais, je pense qu'on peut le dire explicitement. Et écoute, on me l'a dit plusieurs fois, au moment de l'écriture, tu me croiras ou pas, non, tu n'y as pas pensé. J'y ai pas du tout pensé, mais pourtant je le connais évidemment ce texte, mais j'y ai pas pensé au moment de l'écrire, mais t'es pas la seule à l'avoir vu, alors je suis pas étonnée que tu l'aies pas recherché, de toute façon l'intention de l'auteur, on s'en fiche, on s'en fiche complètement. Mais ça fonctionne quand même aussi un peu à l'envers, parce que Rabelais illustre une métaphore finalement, mais toi, j'ai l'impression que c'est ce réel extrême, du froid extrême, qui va t'amener, t'envoyer vers une expérience littéraire. C'est ça. Et que c'est un mouvement inverse. Oui, c'est exactement, c'est l'inverse. Oui. C'est marrant, t'as la même lecture qu'un... ah oui, tu sais qui c'est en plus, c'est drôle. Je sais pas si tu te rappelles, il y a Monsieur Drouin, qui est mon prof de français, qui m'a fait découvrir le poème de Villon. Il m'a recontacté, il y a pas longtemps, il m'a retrouvé, voilà. Ça montre comment. Voilà. Et c'est lui qui m'a parlé de ça. Il a voulu faire le prof de français et me dire qu'il avait vu Rabelais. Et l'analyse que tu viens de faire, là, il l'a faite à peu près texto. C'est super, tu vois, ça fait partie du package formation. C'est ça, donc voilà. C'est la conclusion que je suis bien prof. C'est ça, les profs se retrouvent. Non, mais ça marche. Et puis, tu as quelque chose... qui peut rappeler même tu vois, l'apnée, ou le grand bleu avec les températures, etc. Tout ce truc que tu mets en place. Parce que, les paliers, oui. Ouais, voilà le mot que je cherchais. Tout ce qui est, en fait, dans cette expérience qui est déjà extrême, est une forme de déréalisation. Tu vois, on est dans un décor de cinéma, le poil réchauffé, les corps à l'excès, etc. Donc, qui est dehors d'un extrême qui va être extrêmement beau, ce qui fait que donc la chute va être d'autant plus dur au niveau du découpage de ton texte, mais cette scène de beauté dont on comprend en fait qu'elle est comme un souvenir que tu gardes et que tu as gardé à des moments donc d'enfermement, etc., d'épreuve. Mais donc cette scène inaugurale, elle reste inaugurale au moins en tant que souvenir. Quelque chose comme ça qui se joue. Oui, complètement. Ouais. Et si tu veux rebondir, le dire à ma place, des choses comme ça, fais-le. Non, écoute, je bois tes paroles. Ça va, ici, les paroles ne sont pas gelées. Alors, c'est sûr qu'on a quelque chose qui nous met dans l'ambiance. C'est le lac Baïkal,
Alexandre, Victor, la vodka, bon voilà, on est dans cette espèce de stéréotype russe. Oui, oui, oui. Mais qui fonctionne assez bien, et en même temps donc tu l'expliques un peu après, donc qu'est-ce qui se passe, les pop, etc. avec avec ce baptême, c'est encore la page d'après, c'est un peu mon passage que j'ai lu effectivement. Alors ce truc-là, si tu veux, je peux te dire, Ouais, je peux donner quelques oui, indications que j'ai jamais données. Mieux. L'expérience du gel, alors c'est une citation hein, d'un des trois compères là sur le lac. L'expérience du gel est une mise en question, c'est la mise à l'épreuve de ce qu'un homme sait du fait d'être. C'est une réécriture, c'est un tout petit peu transformé d'une phrase qui vient de l'expérience intérieure de Bataille. C'est la définition de l'expérience intérieure chez Bataille. L'expérience, c'est la mise à l'épreuve, dans la fièvre et dans l'angoisse, de ce qu'un homme sait du fait d'être. Je l'ai repris en la bougeant un peu. Voilà, donc c'est ça, c'est Bataille. Et pourquoi Bataille Parce que alors ça, parce que c'est des vieilles lectures que j'ai en tête, et puis c'est l'expérience intérieure, hein, je plonge en moi-même aussi. Alors même donc, que c'est une scène d'extérieur. Oui, mais bon, c'est... ce que tu as dit, je suis dans ma tête de tolard là, hein, donc c'est déjà de l'enfermement, enfin c'est les deux quoi. Et donc c'est venu comme ça. Et après on va reparler du récit de prison parce qu'il y a plein de trucs à dire aussi sur le récit de prison. Nous sommes tous plus ou moins fous, un peu plus loin, c'est Baudelaire. J'aime bien, hein, je l'ai pris comme ça. Non mais bon voilà, le tambour de chaman, etc. Tout ça, ça nous met vraiment dans cette ambiance. Oui, entre le conte garçon et quelque chose de plus volodynien, ouais. Peut-être. Et encore, il y a beaucoup d'humour chez Volodine aussi. Hein. La plus grande patinoire du monde qui permet de couper le truc. Alors c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour de cette cristallisation et de ces glaces qui m'intéressait, parce que ça c'est des trucs qui reviennent notamment quand tu parles de rapports amoureux. Et même, il me semble que ça revient aussi autour de ce qui est de l'ordre du compromat. Comment la situation elle va se nouer. Il me semble que tu as des métaphores de cristallisation aussi pour ça. Alors là, ça a vérifié parce que sur cette dernière... C'est possible, je ne me rappelle plus, mais ça, c'est des trucs qui m'échappent, ça c'est certain. Voilà. Donc, mais tout ce qui est gel et cristallisation, en fait, ça construit un sous-texte. Ah oui, alors ça, consciemment, mais sur le compromat, peut-être, oui. Et à vérifier, parce que là, j'avais toujours un doute. Alors bon, la croix qui est à la fois en vide et en plein, elle va avoir une image assez saisissante, et en même temps, bon, c'est bien dit. Donc... pour la beauté, pour l'âme, pour la tradition, bon, on ne sait pas pourquoi finalement, ce sont des suppositions personnelles qui mettent en même temps à distance cette beauté de cette scène. Ouais. D'une certaine façon. Mais dans quel sens, mise à distance ? Dans le sens, alors là, pas ici par du comique, hein, dans ce passage vraiment précis, mais dans une mise à distance qui est celle du souvenir qui commente. Et parce que ça, c'est quelque chose que tu fais tout le temps, de devoir analyser et commenter. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est un commentaire. Et qui donc contamine c'est un commentaire aussi entre les lignes qui vient, c'est vrai, qui vient s'immiscer. Et c'est là où la littérature va arriver, en fait, dans ces commentaires-là aussi, que ça se fait sous forme littéraire, parce qu'on vit en métalepse. C'est ça. Oh, c'est beau. Donc ça, je le dis souvent. Et toute cette... c'est étonnant, bon, la cristallisation, et comme elle revient après dans un registre amoureux, elle t'amène à mélanger d'une certaine façon Rabelais et Stendhal. Oui. C'est bizarre. Hein. Non, mais c'est intéressant en début j'allais dire de roman, mais non, de texte que tu mettes en place sous la forme du gel, donc ce qui va être figé, mais ici c'est un gel qui ne se passe pas, parce qu'en fait c'est un gel en mouvement, et c'est une parole qui va se faire en mouvement et qui va annoncer un récit à venir. Donc ça, tu l'as fait exprès. Oui. Voilà, ça c'est facile. Oui. Voilà. Mais pour le coup, cette cristallisation d'un point de vue plus amoureux, elle va revenir comme ça. Je reprends le truc de la cristallisation. Ouais, pour refiler la métaphore. Quoi. Oui. Et pourquoi le gel ? Parce que c'est la Russie, il fait froid. Parce que c'est une expérience réelle et marquante pour moi. Vraiment, de connaître ça, ce que je dis là, en fait, je le dis sincèrement, c'est pas forcément une grande construction très pensée. Hein. Tout simplement parce que c'est une véritable expérience de plonger dans une eau à 0 degré et de sortir, il fait moins 40. Et ça met dans des états du corps en fait qui sont tout à fait inédits, nouveaux. Enfin, c'est pas tous les jours et sous toutes les latitudes qu'on peut vivre ce genre d'expérience.
Donc c'est ça en fait, voilà, c'est un nouvel état du corps, et puis bah, comme il va y en avoir, des nouveaux états du corps en prison évidemment, et puis... Mais c'est pas non plus le journal d'un corps, c'est encore autre chose. Bah non, parce que c'est pas que... ce que tu soulignais aussi, parce qu'au moment où je me rappelle de ça, je suis déjà en prison, donc oui. Parce que c'est la structure de ton texte, c'est quand même assez complexe en fait. Tu vois, c'est pas juste ce fameux compte-rendu autobiographique de... Oui, c'est possible que, que ça soit un peu complexe. Oui, il y a des... sur la temporalité notamment, ouais. Et je pense que le gel, il va avec aussi ce fichement des souvenirs, et ces souvenirs qui sont ravivés, qui s'en vont, alors bon, après, qui annoncent... De toute façon, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, mais je m'en doutais bien, je mets des petites indications temporelles, peut-être à la fin, je sais plus trop. Mais c'est très compliqué pour le lecteur de savoir combien de temps ça a duré. Il y a le temps de la lecture, mais toute l'histoire dure 3 ans en fait. Entre l'arrestation et le moment où je suis libre, c'est 3 ans. Mais oui, là, je sais bien que la manière dont je le raconte, mais on s'en fiche, enfin, j'avais pas besoin d'expliquer. Bon, de toute façon, assez facilement. Hein, si on... Oui, si on veut, et puis ça n'a aucune importance, mais oui. Mais tu vois, sur cette temporalité, c'était un 19 janvier, comme tous les ans. Donc, tu as vraiment l'ancrage absolu, mais on n'a pas l'année à ce moment-là. Quelque chose qui va être ultra précis, et juste après, tu ramènes à une temporalité qui est saisonnière, ou du moins rituelle. Oui. Avant la bascule du 11 février. C'est ça. Et ça se sent, en fait, par ce genre de choses, ça permet de mettre en place une dramatisation qui va avec cette image, finalement, d'un gel express, alors qu'on a plutôt l'impression que c'est le dégel qui menace. Ou qui annonce... Enfin, tu vois, le fait que ça gèle très vite, c'est pas un truc dont j'ai l'habitude, mais bon, je suis une fille du Sud, hein, je suis pas russe. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Mais que ce danger de la glace, extrêmement rapide, du gel, Oui. la congélation, oui. c'est un truc qui est à la fois assez exotique, parce que t'écris en français, t'écris pour des Français, donc ça amène quelque chose... Oui. Je suis pas sûre que tu aies une grande distribution en Russie. Ah non, il est pas encore traduit en russe, bizarrement. C'est curieux. Mais c'est ce à quoi on s'attend. Enfin, tu vois, dans les paroles gelées, les paroles, elles éclatent. Oui. Et toi, c'est quelque chose qui va se compacter. Oui, c'est vrai. Mais oui, alors sur le lecteur russe, par contre, j'espère qu'un jour, il va falloir que passe un peu de temps, mais c'est aussi écrit pour le lecteur russe. Clairement, il y a des moments où je pense très fort au lecteur russe. Je sais comment ça va se traduire. Sur certains tu voudrais endroits. traduire toi-même? Non, je suis pas du tout capable. J'ai pas une maîtrise suffisante de la langue russe. Mais sur des petits endroits, c'est des phrases russes. Il y a quelques endroits, pas beaucoup, mais il y a quelques endroits, c'est des phrases russes traduites en fait. Ok. Donc ça, je ne peux pas le sentir. Et tu vois, il y a de l'ordre de cet horizon d'attente, tout ce qui va avec cette espèce d'image du baptême qui est là et qui est mise à distance en même temps. Il y a une annonce de ce qui va t'arriver et dans la condamnation calomnieuse et pas l'erreur judiciaire en fait, dans l'acharnement judiciaire. Oui, de toute façon c'est une affaire fabriquée, donc on n'est pas dans l'erreur là, non? Tu vois, c'est marrant, il est tellement long que j'arrive plus à tellement... On s'est un peu perdu sous la glace. Sur plein de choses, mais je pense qu'on va prendre aussi d'autres passages. On a dit beaucoup de choses là déjà. Ouais. Et c'est une scène Cette vidéo va faire 5h30. Là, on est au chapitre 1. Non, mais elle annonce cette scène aussi, l'arrivée en Sibérie avec ta famille. Oui, bien sûr, aussi. Ouais, et qui est aussi une arrivée, donc là, pour le coup, tu ne baignes pas, mais il y a quand même un toboggan. Oui, mais il y a quand même un truc de ville qui est prise dans la glace. Et c'est ça, l'impression d'arriver. Et avec toute... ça, c'est quand même déjà dans ce passage, mais... l'ambivalence qu'il y a entre la transparence et l'opacité de la glace, les profondeurs sous la glace. Complètement. Ouais. Enfin, je l'ai vraiment vu comme une espèce d'ouverture programmatique du reste, ce passage. Oui, mais un peu, mais pas... tu vois, quand j'écrivais ça, je voulais pas, évidemment, trop m'analyser en train d'écrire, parce que là, c'est le pire à faire, voilà, c'est ça. Donc j'ai laissé des trucs... et le Golamianka, là, qui est dédicacé le livre aussi au début, qui est un poisson qui vit au fond du Baïkal, que je mets à la fin, il y a ces 2 pages-là, je sais absolument pas du tout ce que je veux dire. Je l'ai écrit comme ça,
Et vraiment, c'est pas du tout pensé. Il y a une espèce de métaphore du poisson sous l'eau qui se fait manger par les phoques. Ça me paraissait très important de la mettre. Je vois un peu comment... C'est un symbole christique. Christique? Pourquoi? L'ictus, c'était le symbole de reconnaissance des chrétiens à Rome. Ah oui, ouais, oui. Ah ouais, tirer jusque-là. Bon, moi je propose, hein. Pourquoi tu fais pas? ce que tu veux. Après là tu manges du poisson, hein, donc Ouais, c'est vrai. veux, hein. Bon, le poisson après... Ah oui, peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, toutes ces descriptions métaphoriques du Galamianca, enfin, est bien réel, qui se fait manger par les phoques, pris dans la lumière comme moi, sous la lumière d'Élise Lucet, là, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. J'attends l'exégèse. Bah, je suis pas sûre d'être... non, pas de toi ou d'un autre. Ouais. Alors, il y a un truc qui globalement est super marquant, c'est le fait que ton récit est ultra référentiel, enfin il fait référence à beaucoup de textes explicitement et implicitement. Oui, oui. Et très vite à Solzhenitsyn, qui est quand même le grand écrivain du goulag, du goulag. De l'arrestation arbitraire, oui, ce que je... oui. Et puis en fait, là c'est vraiment le début de l'arrestation justement que tu reprends. Oui. J'ai mon chapitre 2 qui s'appelle l'arrestation. Dans l'archipel du goulag, il y a un chapitre qui s'appelle l'arrestation. Oui, je l'ai lu hier parce que sinon je l'avais pas lu. Mais c'est ultra frappant en fait, c'est en plus comment t'en es hyper proche. Oui. Et dans la vie, dans la littérature. C'est ça, complètement. Oui. Alors que tu l'avais déjà lu ado. Oui, c'est ça. Mais en fait, quand ça m'arrive, je suis dans... Ce que j'ai dit parfois, c'est que je suis préparé en quelque sorte par ces lectures-là. Parce que l'arrestation arbitraire que décrit Solzhenitsyn, que j'avais bien en tête, je la vis à peu près comme ça en fait. Et même jusqu'à mes réactions. Jusqu'à mes réactions qui disent c'est un malentendu. On va s'en sortir, ça va s'arrêter, c'est un malentendu. Là, c'est dans Solzhenitsyn. Je suis pas dans le bon bouquin là. C'était pas ça mon bon bouquin. On a changé de genre là, c'est de l'arnaque. C'est ça. Mais c'est-à-dire que je m'observe moi-même réagissant aussi naïvement que Solzhenitsyn quand il se fait arrêter arbitrairement. Donc là, il y a un truc très... Et j'avais 20 ans et j'étais ingénue, je ne comprenais pas. Bon, ce qui veut dire que tu as compris, c'est en italique et ça va pas amener cette espèce de feuilletage temporel si on prend une métaphore culinaire. Quoi. Mais ça, c'est sur les genres, donc beaucoup on retrouve beaucoup de récits de prison, des récits d'évasion, des récits d'aventure, tu vois, qui vont être soit explicitement nommés, soit on reconnaît qu'on est dans le genre, quoi. Le fait qu'il y ait Michel Strogoff avant ton évasion est quand même rigolo aussi, par exemple. Oui. Mais en même temps, Michel Strogoff, c'est le cliché qu'on m'a balancé, tu vois, quand je suis allé travailler à Irkoutsk. On me l'a balancé à toutes les sauces, alors que je le dis d'ailleurs dans le livre, moi c'était pas du tout une mythologie, moi c'était la comtesse de Ségur, le général de Rakhine. Ma référence russe c'était pas du tout, je me suis jamais identifié à Michel Strogoff, tu vois, ça n'a jamais été une lecture marquante pour moi, c'est pas du tout la raison pour laquelle je suis allé à Irkoutsk. Mais par contre, c'est drôle, il y a plein de gens qui reprennent ça, ils ont pas lu en fait, ils ont vu l'allusion à Michel Strogoff en se disant, oui, c'est ça que c'était ma référence, c'est pour ça que je suis allé en Russie, etc. Pas du tout. C'était une référence constante de gens autour de moi, même à Irkoutsk aussi. Les Irkoutiens, enfin ceux qui savaient un peu, mais beaucoup le savent, étaient très fiers que Jules Verne ait écrit sur Irkoutsk. Donc Michel Strogoff, lui, pour rappeler, fait un périple de Moscou jusqu'à Irkoutsk. Et donc après, moi, on a raconté que voilà, j'avais fait du Michel Strogoff à l'envers. Mais c'est pas du tout ma mythologie. Quand je raconte mon périple sur les trajets de Michel Strogoff inversés, je fais aucune allusion, aucun type de comparaison avec Michel Strogoff. Voilà. Mais bon, c'est la référence obligée. Ça construit un paysage en fait littéraire pour tes lecteurs, tes lectrices. Mais alors, énormément de littérature russe. Il y en a un que j'ai été étonnée de ne pas avoir nommé en littérature française. C'est Le Voyage autour de ma chambre. Ah. Alors que tu dis que tu as un plateau en robe de chambre à ce moment-là, et que la robe de chambre est extrêmement importante dans Le Voyage autour de ma chambre. Oui, parce que moi j'avais la référence russe en fait. C'est le plateau en robe de chambre, c'est Oblomov. Alors c'est un livre de Goncharov. Tu vois un peu? J'ai pas lu Oblomov, mais je vois à peu près ce que c'est. Tu vois, c'est le personnage décadent. Il vit sur son canapé, il fait rien,
et il passe sa vie à ne rien faire, et bon, en robe de chambre, l'aristocrate désabusé qui s'observe déchoir, quoi. Voilà. Et donc, oui, alors peut-être que ça se bouscule un peu, mais moi je voulais vraiment rester dans le Oblomov. T'as eu en fait une... Parce que t'as Stendhal qui est cité. Oui. Parce que le récit de prison, c'est quand même très stendhalien aussi. Alors, forcément, je suis prof de français, je suis pas prof de russe, donc je m'accroche aux références françaises. Tu dirais qu'il est stendhalien, le récit de prison? Ah, et à un moment, tu cites Stendhal. Dans le récit de prison? Ouais, oui, mais non. Stendhal en épigraphe. Oui, mais qui m'est ramené par Chalamov. Ah, ok, donc c'est une... En fait, c'est Chalamov qui me... C'est comme chez Nabokov, c'est un souvenir de souvenir. C'est ça, c'est Chalamov qui m'indique la direction de Stendhal, mais moi je prenais la direction de Chalamov. Donc en fait, elle n'est pas tellement à Moscou, ou pas encore. Et c'est logique que tu sois resté bloqué un an, quoi. Tu n'avais pas les bonnes références. Bah voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc... Non, mais sur le récit de prison, il est... donc, tu vois, ça donne vraiment l'impression... Donc on a une impression d'épisode assez découpé avec ces phénomènes d'anachronie aussi. Et on a l'impression, en fait, que c'est un peu comme si tu... Alors, sans faire de toi un Woody Allen, hein, mais comme si tu visitais un genre littéraire en le confrontant au réel. Ouais. C'est-à-dire que tu je vois ce que tu veux dire, tes souvenirs littéraires à ce que tu es en train de vivre, et que tes souvenirs littéraires te permettent de dire ce que tu as vécu. Mais pourquoi Woody Allen, du coup? Ah, parce que là, je pensais à Woody Allen quand il fait le bouffon dans les titres vont jamais me revenir. Mais quand Woody Allen imaginait Ma Bovary à New York, tu vois, ça c'est un de ses sketchs. Ah oui, d'accord, ok. Donc t'es pas ou dans La Rose pourpre du Caire, oui, il d'accord. fait ça, et là je vais me faire tuer par je sais qui, parce que les titres me reviennent pas, et en plus c'est comme ça. Et ben il y a un truc aussi avec Guerre épais, là, non? C'est celui-là, on change le titre. C'est ça. C'est Guerre épais, en fait? Non, c'est pas Guerre épais. Voilà, on est nul là. Ouais, attends, c'est... Mais je sais, ça doit être ça. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on l'écrira en commentaire si on nous demande. Et de toute façon, on va rechercher, oui. Oui, mais je vois très bien en fait. Il nous manque le titre, je crois que c'est... Et c'est ça les vrais Métalepses en fait. Oui. Et toi, en fait, il y a ces moments en fait où tu as ces typifications qui te permettent, qui sont un des symptômes de cette mise à distance qui passe par le comique, l'analyse, etc. Donc hop, tu repères, et en même temps tu gardes un effet des comiques qui permet de supporter. Oui. Mais qui existe aussi vraiment en fait. Mmh. C'est ça qui est fou, c'est que ces gens sont vraiment comiques. C'est pas que pour me protéger quand même. Il y a un truc comme ça en Russie en fait, mais même dans le pire, ils arrivent toujours à, même pour reprendre les trucs d'actualité là sur Navalny, qui sont tellement nuls en fait, même pour empoisonner et faire disparaître l'opposant, qu'ils créent plein de situations comiques où le type en est réduit à se faire piéger, à expliquer qu'ils ont mis le poison dans le caleçon, et puis ça devient un symbole des opposants aujourd'hui qui se baladent en manif avec des caleçons. Parce que les mecs sont tellement comiques que ça a été révélé, que, enfin bon, tu vois. Et il y a tout le temps ça en Russie en fait. Le tragique rejoint toujours le grotesque. Et donc c'est ça que j'ai voulu rendre, mais c'est parce que c'est mon expérience aussi. Et non, mais sur ces... Donc pour le coup, tu es vraiment resté dans des références russes, volontairement, pour décrire une expérience russe. La prison, tu veux dire? Ouais. Non, mais la prison sur l'évasion... Je sais pas trop en fait. C'est ce que j'avais en tête, j'ai plus trop en tête là le truc, parce que des fois il y a des trucs un peu souterrains aussi. Oui, mais oui, de toute façon, ce qui me permet de comprendre ce que je suis en train de vivre, fondamentalement, c'est de la littérature russe ou du cinéma russe, oui. Parce que finalement, les petits fonctionnaires zélés et corrompus n'ont pas beaucoup changé depuis Gogol, quoi. En gros, c'est ça. Pourtant, elle a changé, la Russie. Oui, elle a changé, c'est sûr, je dirais pas qu'on est resté. Mais il y a un type qui est resté. Tu vois, il y a un type de personnage là qui est resté, qu'on reconnaît quand on y est confronté. Il y a des mots, c'est l'exemple que je prends là, des fois, il y a des mots que je connaissais de Chalamov ou de Solzhenitsyn, comme le tchéfir. Tiens, t'aurais dû me faire un tchéfir aujourd'hui.
C'est un thé très noir, tu sais, hyper... Toi, tu viens chez moi et tu me demandes de te faire le thé, de quoi. te faire un truc, de me faire un truc de tolard. Non, parce que non, je rigole parce que ici, on n'a pas de café. On n'a que du café. Et moi, je bois pas de café. Et de la tisane. Et alors que j'aurais voulu le Tchéfir qui m'aurait remis d'aplomb. Alors tu sais, c'est ce thé très noir, fait plus que, enfin, c'est une drogue en fait. Le verre, le petit verre que ça donne, il est noir d'encre. C'est imbuvable en fait. Mais les prisonniers font ça pour c'est l'espèce de drogue du prisonnier, ou pour ne pas dormir s'ils doivent veiller. Et j'ai trouvé ça en prison, quoi. Un de mes camarades de prison qui un jour prépare le Tchéfir me dit tiens, Vania, parce que je m'appelais Vania en prison, c'était mon surnom, tu vas bien prendre un Tchéfir. Normalement, j'aurais pas dû comprendre ce mot. J'aurais pas dû comprendre ce qu'il faisait, mais je le comprenais parfaitement parce que j'ai lu Chalamov et que ça n'a pas changé depuis Chalamov. Alors bon, attention, enfin, quand même, faut bien. J'ai pas connu le goulag, hein, loin de là. J'ai pas connu, alors surtout pas Chalamov qui connaît quand même le pire du goulag, donc l'extrême-orient russe, la Kolyma, à la pire période, la stalinienne. Donc faut pas, c'est-à-dire, moi je suis formé par Chalamov, j'apprends des choses de Chalamov, je prétends pas avoir vécu le 10e de ce qu'il a vécu, évidemment. Hein. Moi j'ai connu la réalité d'une prison centrale au début du XXIe siècle, qui n'a rien à voir avec le goulag stalinien, et c'est clair hein, dans le livre. Mais par contre, oui, je suis formé quand même par ces gens-là qui ont vécu là bien pire que moi, donc ils sont de bons conseils. Ces lectures-là en tout cas. Et pour savoir quand est-ce qu'il faut boire ou pas du thé, quoi. Voilà, ou qu'est-ce que le Tchéfir et quels effets ils vont avoir. Et qu'est-ce qui est recherché. Il va avoir, ouais. Et pour le coup, là, tu l'as mentionné rapidement. Finalement, je trouve que tu as un peu le même rapport à ces références qu'à la masculinité dans le texte. Oh, attention, on arrive dans le dur là. Non, mais bah, c'est toi qui le dis. Mon Dieu. Mais parce que ça amène... en fait, donc, soit cette scène inaugurale masculine, des prisons masculines, une espèce... Mais c'est quoi mon rapport à la masculinité? Je ne pourrais pas le définir comme ça, mais je parle du texte. Oui, oui. Mais oui. Mais j'étais assez marquée par les scènes avec les amis russeux, parce que c'est difficile à faire entendre. Donc avec... et même plus généralement par l'image des femmes russes, des héroïnes qui t'ont aidé à t'évader, et de ce qui en est dit, et de ce que tu le... Même pas de ce que tu leur fais dire, parce que c'est pas une énonciation ventriloque, mais de leurs paroles que tu rapportes, et de leur figure. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué à ce niveau-là. Quand dans le même temps... sur cette scène de ton arrestation, bah, finalement tu arrives à mettre en place une forme de solidarité masculine par, ben non, je suis pas un PD, je cite de mémoire, et avec ce qu'il fallait que tu fasses à ce moment-là. Oui, pour t'en parce sortir. que je crois, être le mieux. Mais en fait, que tu t'en amuses, tu vois, ça, que c'est un jeu qui peut être utile à ce moment-là, et que tu rapportes qu'un aussi jeu. sans... Alors c'est un jeu qui est utile, mais je dis pas que tu t'amuses à ce moment-là. C'est hein. ça. Je parle hein, de l'écriture. Je suis pas complaisant avec ce truc-là. Enfin, dans l'écriture, je crois que ça transparaît quand même assez clairement que ce jeu-là, ça me plaît pas du tout de le jouer. Non, ça c'est sûr. Ça, y a pas de... Mais je parle du moment où tu l'écris et où en fait tu analyses finalement les stratégies que tu as mises en place. Oui. Et tu l'analyses comme une stratégie de solidarité masculine. Oui, alors, c'est ça. Pas les termes que tu mets en place. Oui, c'est ça. Je suis en train de, moi, jouer un jeu de solidarité masculine avec des gens dont je me sens pas du tout solidaire. C'est ça. Je suis obligé, en fait. Tu essaies de trouver ce qui peut vous relier. C'est ça. Je trouve que à ce moment-là, c'est ça. Ou plutôt, quel masque je dois prendre pour être relié à eux. Parce que c'est ça. C'est toujours ça, la question que je me pose. C'est quel masque ou quelle stratégie pour entrer en communication avec eux. Et donc, les déstabiliser par l'humour, et en même temps par cette solidarité, et pas en jouant le même jeu, mais en et jouer à un jeu de mal un peu lourdeau, c'est ça. Et ça, c'est un truc que tu fais pas mal dans les... Enfin, qu'on retrouve à plusieurs moments. Bon, c'est une stratégie de survie, hein, c'est pas une question... Oui, bien sûr. Puis même au-delà de ça, il ne s'agit pas de juger, mais qui m'a vraiment marqué, et qui entre en résonance avec... alors donc du coup, avec l'attention en fait, que tu apportes à tes portraits de femmes. C'est-à-dire, alors vas-y, explique.
Qu'est-ce que tu veux Je me pense dire? notamment, alors là je vais jamais retrouver la page parce que je devrais mettre des marque-pages. Non, mais c'est pas grave, dis. Mais je pense à cet ami russe qui, dans un repas, s'énerve qu'on dise que les femmes sont belles et qu'elles sont fortes et qu'il serait temps que les mecs s'y mettent. Quoi. Ah oui, oui, ah bah ça c'est ma grande Voilà. amie, si tu veux. Ça serait un passage que j'aimerais bien que tu lises par exemple. Ah bah oui, 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 si tu veux. Alors ça c'est dans le chapitre qui s'appelle Les Trois Sœurs. Ouais, mais justement. Et ça c'est... oui, il est où Les Trois Sœurs d'ailleurs non, on est dans la Sibérie, je sais même plus... non mais tu vas alors, je ne connais plus l'ordre de mes chapitres. Voilà, il est là. Alors, les trois sœurs, je décris ma découverte de la Russie, donc non pas en Sibérie, mais à Rostov-sur-le-Don. Donc là, on est dans le sud de la Russie, Caucase, chez les Cosaques, alors une autre forme de masculinité bien... bon, voilà, on la décrira comme on veut, mais contestable. Et donc, je décris un rituel, en fait, qui est le toast. Alors, dans l'ordre... autour d'une table russe, en fait, une table de fête, on porte des toasts, on ne boit pas comme ça en fait. On doit, avant de boire, on porte toujours un toast à quelque chose. Ce qui fait que... c'est nos femmes à nos chevaux et à ceux qui les montent. Quoi. Ça peut, chez les Cosaques, ça peut être ça. Ça c'est du Chirac. Ah oui, c'est un des grands toasts de Chirac. Ça peut être ça, mais pas forcément en fait du tout. Giscard a dû le faire aussi. Ouais. Non, mais histoire de rappeler que c'est pas forcément toujours couleur locale. Hein. Oui, il y a des universels. Hein. Mais non, mais alors attention, là le toast, c'est pas du tout ça. C'est un vrai toast aux femmes. C'est un vrai toast d'hommage aux femmes, même qui se voudraient même dans la galanterie, et, tu vois, en mettant en place ce genre de stratégie. Ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Oui, non mais on est d'accord, mais dans leur formulation, c'est pas un truc crasse, tu vois. C'est beaucoup plus sympa. Et donc voilà, le deuxième toast, traditionnellement, se fait en l'honneur des femmes. Donc... pas le premier. Oui, c'est vrai, le premier... Non, alors le premier, c'est l'hôte. Ou l'hôtesse, les oui, hôtes. Non, il y a une logique. Ouais, enfin, une logique. Bon. Et alors, tu veux que je lise ça? Oui. Je veux pas tout faire ton boulot. Ah bah non. Alors donc ce chapitre des trois sœurs est quand même très important pour moi parce que je décris ma découverte de la Russie et les trois femmes qui ont été fondamentales pour moi, qui sont des amies très chères toujours aujourd'hui. Enfin, l'une d'entre elles est morte aujourd'hui. Mais il en reste deux avec lesquelles j'ai une grande différence d'âge. Celle dont je vais parler, là, elle a un peu plus de 80 ans aujourd'hui. Et c'est mon amie très proche, très chère, et encore aujourd'hui. Une de mes douleurs aujourd'hui, c'est de me dire que peut-être que je ne la reverrai pas en réel, vivante. Ouais, faut qu'elle vienne, mais c'est compliqué. Et donc c'est ces trois femmes qui m'ont accueilli, formé même, il faut le dire, alors que je débarquais en Russie sans parler un mot de russe, au début des années 2000. Et je décris le caractère de ces femmes, extraordinaires, quoi, sur les épaules desquelles tient la société russe très largement, en fait, quand ça se casse la gueule. C'est les femmes qui tiennent... bon, tu connais le truc. Oh, moi je ne tiens rien du tout. Bon. Un poème célèbre fait l'éloge des femmes russes. Capable d'arrêter un cheval en pleine course, écrit Nikolai Nekrasov. Donc ça, en effet, c'est un poème archi connu en Russie. Capable d'entrer dans une isba en feu. En Russie, la parole d'une tablée obéit à certaines règles. Le deuxième toast doit être prononcé en l'honneur des femmes. Les hommes se lèvent, le verre est avalé d'une traite. Alors qu'il s'y collait un soir de célébration universitaire, déroulant de pompeux poncifs selon son habitude, le bon Arseny jugea utile de citer Nekrasov. Olga n'y tenait plus. Olga, donc, c'est cette femme dont je viens de parler, mon amie la plus chère à Rostov. Citation. « Oui, nous sommes belles, nous sommes extraordinaires, mais merde, dis-moi Arseny, quand nos bonhommes vont-ils enfin dessouler et tenir bien droit sur le cheval? Et quand vont-ils cesser de foutre le feu aux isbas? Merde! Parce que la femme russe en a ras-le-pompon, Arseny, ras-le-pompon de rattraper les chevaux et d'éteindre les incendies. La femme russe, merde alors! Johanchik, remplis les verres, buvons. » Donc, alors Johanchik, c'est moi,
cette manière affective, le suffixe est très affectif et c'est mon identité russe en fait, et que je suis nommé comme ça par mes amis les plus chers. C'est l'équivalent du Shen allemand. Ouais. Alors il y a plein de variantes en langue russe. Ça peut être Johanchik, ça aurait pu être Johannushka. Il y en a qui m'appelaient comme ça aussi des fois. Et puis tu sais, les prénoms russes peuvent se décliner. D'ailleurs, tiens, voilà, tiens, poussons un coup de gueule auprès des éditeurs qui nous écoutent, bien sûr. Sur toute la littérature russe, il serait quand même très facile de mettre une petite note de bas de page systématique, la même note qui expliquerait pour tous les romans russes, hein, Tolstoï, Dostoïevski, Bulgakov et autres, d'expliquer en fait ce petit phénomène là, que par exemple Alexandre c'est Sacha. C'est le diminutif affectif de Alexandre, c'est Sacha, c'est Sachinka, c'est Sachula. Et quand on a expliqué les quelques connus, Ivan c'est Vanya, c'est Vanka. Et expliquer ce tout petit truc permettrait quand même au lecteur de beaucoup moins galérer, alors que c'est très simple en fait. Ça ne demande pas une explication. Dès que tu as l'explication, que tu as vu le truc, tu comprends comment ça fonctionne. Mais quand tu ne l'expliques pas, tu es obligé d'y aller à l'intuition, d'où cette impression de beaucoup de lecteurs de romans russes qui disent qu'ils galèrent un peu à se retrouver qui est qui, alors qu'en fait c'est simple quand tu connais la langue russe évidemment, mais quand tu as eu les explications... J'ai compris, je prends des notes. Bon, bref, et ben juste après il y a une réécriture de... Tiens, bah alors ça, Fauci, hein, c'est une réécriture de Lolita, hein. Ça c'est le début de Lolita. Donc Lolita, alors le début de Lolita, elle m'appelait Lola, non, je l'appelais Lola, enfin j'ai plus le titre, le détail du texte, mais c'est un jeu autour du prénom de Lolita. Il fait, ben voilà, Lolita, les consonnes voilà, s'entrechoquent, le palais bouge, enfin, il décrit ce qui se passe quand on dit Lolita, et lui il utilise Lola comme diminutif. Voilà, il décrit ça. Alors ben moi j'ai fait la même chose, mais Lolita c'est moi. Et j'écris ça, alors là, bon, vous m'analyserez comme vous voulez. Hein. C'est un ravissement enfantin chaque fois que j'entends prononcer Johanchik, ou plutôt Iohanchik, avec la diphtongue, comme une vaguelette qui pousse les lettres à prendre de l'élan pour s'ouvrir et avancer. Iohanchik. Et regardez, c'est exactement ce qu'il fait avec Lolita. Bah, ouais, je peux te l'analyser vite fait, tu vois. Vas-y, analyse-moi. Parce que ce que fait... non, c'est le passage. Mais ce qui se passe là, c'est le moment où il y a le plaisir de la matérialité du nom de l'autre. Et toi, en fait, tu imagines les autres prononçant ton nom. Oui, ah bah oui, je l'imagine, j'entends, bah, oui, je décris le plaisir que ça me procure, oui. Et comme ça, et là, toi à l'entendre, mais aussi donc par cette réécriture, ça permet aussi de supposer comment ça se passe dans leur bouche, si je puis dire. Oui. Et en fait, ça parle de l'amour qu'on t'a porté. Oui. Ça fait partie des scènes heureuses, c'est tout. Oui, tout à fait, tout simplement. Alors après, bon, c'est pas le même amour que celui d'Amber Heard. Non, j'espère. Non, mais là, même il peut pas... si vous avez un écart d'âge, voilà, mais non, il peut pas du tout y avoir ce genre d'ambiguïté, évidemment, dans ces passages-là, et voilà. Et là, ce passage donc, que tu viens de lire, et je suis vraiment contente que tu l'aies lu, parce que lui, en plus, j'aurais galéré. Il m'a vraiment touchée pour... tu vois, la réponse de la bergère au berger, quoi, d'une certaine façon. Oui, quoi. Complètement. Et à cette espèce de cliché littéraire avec un retour à ce que j'aime bien appeler des trivialia, donc la réalité bien matérielle et bien de vous allez vous bouger, et c'est ce qu'on appelle une stratégie du mauvais élève chez les féministes. Mais qui reste aussi avec les clichés de l'isba, du feu, etc. et non pas du caddie de course, par exemple. Enfin, pas dans... ça reste dans la réalité littéraire et pas dans une réalité contemporaine. Ah bah oui, complètement. Mais parce que non, mais c'est pour ça que ce toast est utilisé de cette manière-là. Parce que les hommes vont pas porter un toast en disant nous portons un toast aux femmes extraordinaires qui vont faire les courses, qui passent si bien la serpillière, etc. Non, ils enrobent ça, évidemment, d'un truc littéraire en citant Nekrasov, qui est un poète prestigieux, pour dire elles sont sur le cheval, elles éteignent Isba en feu, elles sont héroïques.
Oui, la réponse en réalité c'est bah ouais, bougez-vous, arrêtez de foutre le feu aux isbas, c'est-à-dire arrêtez de picoler un peu et de nous laisser tout faire. Ouais, ouais. Mais ça passe pas directement par prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes, tu vois. Ah bah non. On reste en littéraire, Oui, mais oui, avec oui. le merde. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Tu vois, c'est cette Oui, tension-là sur la qui réponse, t'as qui raison. est permanente chez... Oui. Alors je pense que ça doit être assez spécifique au moins dans les gens que tu as fréquentés en Russie. Qu'est-ce Les qui est références spécifique littéraires. Oui, alors c'est... Et, mais tout, alors, et tous ces gens qui t'ont dit mais tu vas en faire un livre alors que Oui. alors que t'étais pas sorti d'affaires. Oui. Mais il fallait déjà sortir le livre. Ouais, complètement. Et c'est fou. Et ça, je l'ai pas exagéré. Hein. C'est pas un truc pour me commander à moi-même de faire le livre. Vraiment, c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont dit tu vas pouvoir en faire un livre. C'est bien, tu vois. C'est chouette que ça t'arrive. Ouais. Et alors bon, parce que le livre il permet de dire voilà, justement ce qui ne peut pas être dit, etc. Enfin, donc on va l'écrire. Mais il y a une attente littéraire, il y a une attente de romanesque. Et toi, c'est un peu comme ce que je te disais sur le genre et la masculinité. Ce romanesque, tu ne t'y refuses pas, et en même temps, tu le déjoues. Et en même temps, il est là. Tu vois, donc comme cette grande beauté du début, et la robe de chambre de l'ambassade. Ouais. C'est en permanence, tu vois, ces deux niveaux. Et en fait, j'ai l'impression que les deux sont évidemment réels, mais passent par des truchements littéraires. Pas mieux. Non, je sais pas quoi dire d'autre que belle lecture, elle me va très bien. Ouais, mais ça fonctionne, enfin, à lire, et ça... Alors, après, bon, voilà, j'y connais rien en littérature russe, ça m'a pas empêché de lire ton livre, quoi. Je pense qu'il faut aussi le dire, c'est pas un livre qui est crypté, non plus. Ah non. Par les références. On n'est pas dans un livre postmoderne, d'ailleurs. On est très loin d'un David Foster Wallace. Même Nabokov, tu vois, on n'est pas dans La vraie vie de Sébastien Nat, enfin, c'est pas... Non, pas du tout. C'est pas un récit qui nous prend au piège. Non, pas du tout, surtout pas. Bah non, je voulais surtout pas faire ça. Et les références russes, en fait, elles sont plutôt là, en fait, pour donner des pistes aux lecteurs qui voudraient découvrir ça, en fait. Mais t'as un côté mode d'emploi de la Russie ou guide touristique russe qu'on a avec complètement. Ces portraits. Oui. Et en même temps, on n'a pas... Enfin, et en même temps, bon, si ça vous arrive, n'oubliez pas d'être un peu solidaire avec les gardiens, de les faire rigoler. C'est ça, mais oui. Et alors, chaque chapitre commence par une citation, souvent littéraire, mais pas uniquement. Des fois, il y a des chansons, des extraits de films. C'est la littérature. Oui. Extraits de films qui sont aussi de la littérature, en fait, dans ceux que je cite. Mais tout ça, en fait, c'est pour donner des chemins aux lecteurs qui voudraient y aller voir, mais qui n'a pas besoin du tout de connaître ça pour lire le livre. Mais si vous voulez aller voir ces pistes, je vous les donne, elles sont là. Mais en fait, tu es le directeur de l'Alliance russe. Oui, c'est ça, exactement. Ah ben oui. Non, mais c'est vrai, il y a un petit côté comme ça. J'ai un côté un petit peu VRP de la culture russe. Donc même quand on vit le pire, ou pas le pire, mais dans les expériences difficiles rapportées par la littérature russe, continue à aimer la Russie. Bah oui, puisque Bulgakov et Tchekhov ne sont pas responsables de ce qui m'est arrivé. Et au contraire, ils m'ont aidé. Et puis pareil, mais je veux dire, je m'en sors aussi grâce à des amis russes quand même. Il y en a 3 qui risquent leur peau vraiment pour moi. Il y a celui que j'appelle Alexandre, et puis quand même 2 femmes. Je le dis souvent, les deux héroïnes, les 2 héros sont des héroïnes, quoi. Il y a 2 héroïnes. C'est elles clairement qui prennent le plus de risques. Enfin, en dehors de moi, mais moi je prends des risques, je sais pourquoi. Pour retrouver ma fille, ma liberté, mon honneur. Donc voilà, mes motifs, moi, ils sont clairs et il n'y a rien d'héroïque en fait là-dedans. J'essaie de sauver ma peau, c'est tout. Alors que elles le font. Au nom de la justice, de l'amitié, de l'amour, de voilà. Donc ça c'est l'héroïsme quand c'est au service d'un autre que soi. Et voilà. Donc j'ai essayé de les mettre en valeur ces 2-là. Ce sont pas de simples adjuvantes, vraiment pas. Ni dans le livre ni dans la vie. Et là, j'ai envie qu'on parle peut-être un peu de ce journal de prison, mais que j'ai même pas eu le temps d'ouvrir pour le moment. Oui, si tu veux. Alors ça, c'est autre chose. Hein, mais... non, mais tu veux plus parler dans les geôles de Sibérie. Et... Bah si, on fait ça depuis... On y est depuis combien de temps je pense que ça fait longtemps, mais je sais pas le chrono. Mais pour le coup, ça je comprends.
Non, mais j'aime beaucoup en parler sous ce mode-là. Puis je te dis, en fait, là, c'est très bien, je mets tout dans cette conversation qui sera sans doute, des questions qu'il faut, qui sera sans doute que la j'ai oublié de te dernière, poser, donc Non, je pense pas que sur c'est ce jamais la livre-là. dernière, mais, Non, mais si, vraiment, je crois que si. Non, je vais pas refuser d'en parler catégoriquement, mais enfin, on verra dans les contextes. En tout cas, là, j'ai vraiment décidé, j'ai prévenu mon éditeur, c'est fini, j'accepte plus de rencontres, rien, je fais autre chose, là, je prends une autre direction. Tu veux en parler de la suite direction Ah bah, j'écris un autre livre. Enfin, il y en a 2 autres sur le feu qui, pour l'instant, je me suis documenté, j'ai fait beaucoup de travail préparatoire et justement, il faut que j'en finisse avec les geôles pour aller là-dedans. Ben oui, parce que, alors, parlons, si on veut parler pratique, je suis dans une situation de luxe extraordinaire qui est que le livre s'est très bien vendu et me donne le temps nécessaire pour en écrire un autre sans pression, tu vois, sans le temps qui me presse là. T'as pression, parce que quand on a sorti un livre qui a eu du succès et en ayant vécu des choses incroyables, c'est pas facile d'arriver. Non, mais alors déjà en disant j'ai imaginé des trucs, est-ce que ça va être aussi bien que ma réalité? Enfin, non, mais bien sûr. Je vois tout ce qui peut mettre la pression là. Non, mais il y a une pression énorme déjà sur n'importe qui écrit un 2e livre, je pense, c'est compliqué. Alors mais t'es quand même dans une situation super particulière. Moi, c'est très très particulier parce que en effet. Mais en tout cas, au moins, j'ai pas la pression du temps. De devoir gagner ma vie à faire autre chose là je sais que bah oui, mais il faut en parler de ça parce que c'est capital en fait et capitaliste. Ouais, sachant que j'ai facilement 3 ans là devant moi, tu vois, je peux prendre le temps vraiment de justement ne pas me tromper, voilà, donc c'est ça la suite du programme. Tu veux donner des détails ou je suis pas forcément conseillé. Hein, Non, parce que je suis un peu superstitieux. En plus, quand on commence à parler de ce qu'on fait, on finit par pas le faire. C'est Et pour donc, le coup, les traductions Alors ça, donc Guberman, c'est un poète russe. J'en parle dans le livre. Je le cite au début de 2 chapitres, je crois. Je sais plus si je dis en fait que un de mes oncles en prison, donc les oncles c'est les plus vieux dans la cellule, c'est le seul accès à une quelconque littérature qu'on a à un moment dans la cellule, ce sont les poèmes de Guberman. Et lui commence il a un petit cahier où il en a recopié quelques-uns, et puis je commence à les traduire. Alors c'est un journal de prison, ce sont des quatrains, il écrit donc en vers rimé quoi. Et j'ai traduit ça en octosyllabes et en alexandrin, en décasyllabes et en alexandrin pardon, et il y a quelques octosyllabes mais en gros c'est ça, donc un travail assez conséquent. Et alors Guberman il a été arrêté dans les années 80, donc c'est un autre moment de la prison, mais je pense que la prison qu'il a connue est quand même assez proche de la mienne, et s'est exilé. Aujourd'hui il a un peu plus de 80 ans, il vit à Jérusalem. C'est un poète populaire en Russie, c'est-à-dire c'est un truc qui n'existe pas en France, qui a existé sans doute. C'est peut-être le Aragon chanté par Ferré et Ferrat quoi. C'est un peu ce genre là. C'est le François Béranger. Oui, oui, encore avant. Ah oui, moi je suis 19e-iste. Oui. Et d'autres, mais bon, il y a vraiment une poésie prolétaire ultra importante. Ouais, il y en a d'autres. Mais c'est-à-dire que oui, il est vraiment dans la culture populaire, il est en effet aussi chanté, et il est connu, comme il fait vraiment que des quatrains, c'est connu peut-être comme des citations, même un peu drôles des fois, parce que c'est très drôle en fait. C'est une poésie populaire, donc qui peut être un peu savante aux entournures, mais comment dire, dans le contexte de la poésie contemporaine française, ça passe pas, tu vois, c'est trop populo. Alors en plus, traduire ça en décasyllabes et en alexandrin, mais avec plein de mots familiers. Le premier quatrain qu'on m'a mis sous les yeux, voilà, c'est mon camarade de prison qui me dit tiens, regarde, ça c'est exactement nous, c'est pour toi. Et donc en russe, il me donne ce truc qui faisait, tiens, on va dire un peu de russe. И я сказал себе, держись. Господь суров, но прав. Нельзя прожить в России жизнь, тюрьме не повидав.
Et alors là, j'ai ce truc. Et donc que j'ai traduit comme ça. Et je me suis dit, tiens bon, Seigneur est dur, mais juste au fond. Inconcevable de vivre en Russie sans tâter de la prison, toi aussi. Donc bah oui, ça nous était destiné. C'est Michelin russe. C'est ça. C'est à voir. Et donc c'est rempli de trucs comme ça. Alors des fois c'est un peu plus dur, mais c'est plein d'humour aussi quoi. Ouais. Et donc j'ai traduit ça. J'ai traduit ça un petit peu en prison, mais beaucoup à l'ambassade. J'ai passé 1 an à l'ambassade, et donc beaucoup. Et puis je l'ai pas fait seul d'ailleurs. Je l'ai fait avec Mila Marininskaya qu'il faut citer. Qui m'a aidé puisque j'ai un accès à la langue russe qui est bon, j'aurais pu faire des contresens, voilà, donc j'avais besoin quand même d'une co-traductrice. Et puis il y a une petite postface à la fin où je reviens sur l'expérience de la prison. C'est un peu je raconte dans quelles circonstances j'ai traduit ça. C'est un espèce de chapitre annexe des Geôles si on veut sur Guberman. Voilà. Bon, Je pense que c'est bon là. Voilà, ça y est, c'était l'instant promo. Il faut le faire, c'est important. Et s'il n'y a pas d'autre chose que... Là, moi, j'ai plus tellement de questions. Je suis un peu au bout de ma vie. ouais, mais je crois qu'on est tous les deux un peu... Allez. Non, mais c'était super. Eh ben, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Allez, je vous dis à bientôt. Moi aussi.